C'est officiel, les amis. Gabriel Attal est candidat à l'élection présidentielle de 2027. OMG, bravo. Non, pas bravo. Putain, je coupe l'applaudissement sauvagement. Donc c'est l'héritier de Macron, hein. Voilà, c'est le candidat Renaissance. Il y a un autre héritier de Macron à moitié, il s'appelle Édouard Philippe, mais lui il est chez Horizon, il n'est pas chez Renaissance, donc c'est pas pareil. Bon, à la fin, je pense qu'il n'y aura qu'un des deux qui sera candidat, donc est-ce que ça sera Gabriel Attal ou est-ce que ça sera Édouard Philippe sur la ligne de départ de la présidentielle? Moi je pense que ça sera plus Édouard Philippe, parce que Gabriel Attal porte en lui le sceau de l'infamie macroniste. Voilà. Ma mamie a enfin son candidat. Ta mamie, elle aime bien Gabriel Attal? Je peux comprendre. Je pense qu'il plaît aux mamies, Gabriel Attal. Je sais pas. Il a un peu ce côté propre sur lui, un peu gendre idéal sur les bords. Je pense qu'il plaît aux mamies. Hein. Moi, je serais une mamie, il me plairait un peu. Mais je suis pas une mamie. Dieu merci. Bon, il y a un autre candidat à la présidentielle qui me plaît un peu plus que lui. Mais je vous dirai pas qui c'est. vous devinez le chat ou pas? Moi, j'ai un candidat que j'aime bien dans cette élection. Vous devinez qui c'est? Ouais, Édouard Philippe, tout à fait, c'est Édouard Philippe. Bon, bref, peu importe. Donc, on va pas regarder son meeting de lancement en entier parce qu'on a quand même autre chose à foutre et ça durait 1h40. Mais j'ai sélectionné quelques petits extraits sur x.com, anciennement Twitter, parce que, vous voyez, il a posté plein d'extraits. Donc, on va pas regarder tous les extraits de Twitter, mais j'en ai sélectionné quelques-uns à moitié au pif, mais pas totalement. Donc, voilà, on va pas regarder le meeting en entier, mais on va quand même regarder le meeting de Gabriel Attal, le meeting de lancement de la présidentielle. Envie de redonner envie aux Français de s'investir pour leur patrie. Face à ce discours de déclin et aux extrêmes qui se rejoignent, seule une candidature moderne de Gabriel Attal sera à même de redresser la France. Voilà, c'est mon imitation de Gabriel Attal. Elle est pas mal, ça va. Elle est pas mal. Hein. Merci 23, Andros23 pour le Prime. Merci beaucoup. Let's go. Aïe, ça me cringe déjà. C'est parti. Ici, mes amis, avec vous. Oula, attends, le son est un peu fort, non? Alors, est-ce qu'il est bon en discours, Gabriel Attal? On se pose la question. Parce qu'il y a des politiciens, ils sont absolument détestables, mais à la tribune, ils savent à peu près faire un discours. Ça va. Il y en a, ils sont nuls à chier en discours. Ils sont ridicules. Glucksmann, par exemple, ne sait pas faire un discours. Il est nul à yesh. Valérie Pécresse, elle savait pas faire de discours, elle était nulle à yesh. Il y a des gens, bon, ils sont détestables, ils savent faire un discours. Marine Le Pen, elle sait faire un discours. Ça va. Il y a un côté où elle se ridiculise pas. C'est juste ses idées le problème. C'est pas ça. Dans la forme, sur un discours, elle sait le faire, quoi. Voilà. Et Gabriel Attal, je me pose un peu la question, je l'ai vu parfois en discours, je pense que c'est pas le plus mauvais, mais juste, ça va être tellement creux et nul à chier sur le fond que la forme ne sauvera pas. Voilà, je pense. Ici, mes amis, avec vous, je vois les visages de la France. D'une France unie, diverse, ambitieuse. D'une France fière de son passé et sûre de son destin. Alors, c'est un discours de lancement de campagne, la force d'agir, ça va être plein d'éléments de langage creux qui mènent nulle part. Hein. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va reprocher à Gabriel Attal. Ce qui va arriver, dire plein de buzzwords en mode genre « La France doit reprendre son destin en main. Tatati tatata. On peut y arriver. On peut être les meilleurs si on y croit. Ouais, tous avec moi. » Mais ça va être creux de fou politiquement, quoi. Tu disais quoi sur le vide et creux? Je disais que Gabriel Attal est vide et creux, quoi. Voilà. Vous êtes des milliers de Français venus de tous les territoires, de l'Hexagone, de nos outre-mer, de l'étranger. Merci d'être là aujourd'hui. Avec vous, mes amis, je vois le visage du rassemblement. Des millions, je crois qu'il y a des millions de Français à ce meeting, hein, venus des 4 coins du globe. Hein. Et des Français de Saint-Pierre-et-Miquelon qui sont venus exprès pour le meeting. Non. Non. En vrai, il a pas trop de buzz, hein, Gabriel Attal. Puis il est trop identifié Macron, quoi. Il est vraiment trop identifié Macron. Donc les irréductibles macronistes convaincus qui estiment que Macron il a été un super président pendant 10 ans et c'est juste les Français ils sont trop cons pour s'en rendre compte, c'est pas une base extrêmement solide. Hein. Et le plafond de verre, je pense, est extrêmement bas. Voilà. Il peut pas espérer faire un très bon score. Même s'il crée une dynamique autour de lui parce qu'il se démerde pas trop mal, dans tous les cas, il y aura pas grand monde pour voter pour lui. Hein. Oh, il sera président en 2032 ? Je le remets, hein. Ah, il sera président en 2032, j'aurais dû faire ça. Inch'Allah. J'utilise pas assez celui-là. Aïe, 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 aïe. Oui, le rassemblement que nous allons construire pour la France et pour les Français. Ouais. Alors, il y a qui dans le public? Il y a des gens connus? J'ai vu Valérie Ayé tout à l'heure. Je vois les visages. La seule personne connue, entre guillemets, que j'ai vue dans le public au premier rang, c'est Valérie Ayé.
Parce que quand tu lances ta campagne, si t'as des gros noms de la politique au premier rang qui applaudissent comme ça, tu montres que t'as du monde derrière toi, t'as rassemblé un espace politique. Là, j'ai vu que Valérie Ayé. Donc, est-ce que vous savez qui c'est Valérie Ayé déjà, vous? Moi, je sais qui est Valérie Ayé parce que je suis un professionnel de la politique. Mais Valérie Ayé, est-ce que vous vous en souvenez? Vous vous en souvenez? Sa pote, oui, c'est sa pote, mais plus précisément. La meuf des européennes. Tout à fait, c'était la tête de liste aux européennes 2024 pour les macronistes, pour Renaissance et l'alliance macroniste, quoi. Et elle a fait une campagne qui n'a pas pris. Ils ont fait un score de merde. Pendant que Bardella caracolait en tête à 30% et qu'après Macron, il a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, quoi. Voilà. Donc vraiment, elle n'a jamais eu beaucoup de buzz. Bon, elle est députée européenne, elle est encore tête de liste aux européennes pour Macron, quoi. Mais elle a fait un très mauvais score. Elle a fait vraiment un très mauvais score, du coup, elle a pas beaucoup de buzz, quoi. Voilà. C'est pas celle qui a le plus de bad buzz, du coup, Valérie Ayé. Il n'y a pas beaucoup de hate autour d'elle par rapport à, je sais pas, Prisca Thévenot ou Gabriel Attal, typiquement. Mais, ouais. C'est pas. Voilà. Si la seule personne qu'on reconnaît au premier rang, c'est elle, là, Valérie Ayé. Si la seule personne qu'on reconnaît au premier rang, c'est Valérie Ayé, il y a un problème. Mais non, mais il y en a d'autres. Il y a Franck Riester. Il a du buzz, Franck Riester, non? Il y a lui, là, je sais plus qui c'est un ministre. Ah, mais c'est Agnès Pannier-Runacher, elle. Ah non, il y a il y a des macronistes. Oui, il y a Lescure, c'est ça, Roland Lescure. Non, ça va, non, ils ont du buzz, tout cela. Les irréductibles du gouvernement de Macron, quoi. Amiel aussi, je sais même pas qui c'est Amiel. Non, c'est pas. Genre, c'est. Voilà, c'est la Macroniste ou la Macronie est finito, quoi. Donc c'est vraiment ça. C'est le candidat de la Macronie finito. Donc qu'est-ce que tu veux faire à partir de là? Il est voué à prouter très fort, quoi. Vraiment. Hein. Attal, quoi. Ici, Baby mes Macron. amis, avec vous, je vois les visages de la France. D'une France unie, diverse, ambitieuse. D'une France fière de son passé et sûre de son destin. Ah mais j'ai rembobiné. Ah non, attends. C'est déjà assez chiant et cru comme ça. Si je repars du début à chaque fois, ça va pas aller. On en était là, on va dire. L'optimisme. De toute façon, tu peux mettre à n'importe quel moment. Tu peux mettre le discours Là, tu peux commencer par ici, là, à 1 minute 28. Après, tu mets une phrase là. Tu peux mettre les phrases dans le désordre. Ça change rien. Regardez, on va essayer. Mes amis, si j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle, c'est pour l'espoir, c'est pour l'avenir, c'est pour l'optimisme. Ok, maintenant on va faire cette phrase-là. Rassemblement que nous allons construire pour la France et pour les Français. Ouais, bravo. Une phrase ici maintenant. De refuser la résignation et le déclassement. Ouais. On remet un peu au début. Fier de son passé et sûr de son destin. Ah bah bravo, ça marche, hein. Ça marche hein, vraiment. On a compris où il voulait en venir. Il veut en venir nulle part. Il sort des buzzwords de con. Fier de son destin. Ah là là, son passé, son futur. La France, la force d'agir. Ah, nique ta mère au pire. Bon, on passe à l'extrait suivant. Il y aura peut-être un peu plus de fond, je sais pas. Pas sûr. Hein. Nous allons changer de système autour d'une seule priorité, l'avenir. Préparer l'avenir. Écrire l'avenir. Ah bah ouais, heureusement qu'il dit ça. Je veux être président pour préparer l'avenir de la France. Ah bah heureusement que tu précises. Sinon ça, je me serais dit, ah bah non, il s'en bat les couilles de l'avenir. Il fait ça pour être élu et rien préparé. Non mais qu'est-ce que c'est que ça? L'avenir, mais pas en commun. Tout à fait. Une nation qui a peur de l'avenir, c'est une nation qui se meurt. La France ne peut pas avoir peur. Les Français ne doivent pas avoir peur. Nous devons partir à la conquête de l'avenir. À la conquête de l'avenir parce que le système est aujourd'hui en train de le sacrifier. Mais quel système? Quel système est en train de sacrifier l'avenir de la France? C'est qui le système selon Gabriel Attal? C'est qui le système selon Gabriel Attal? Il est au gouvernement depuis avant que Macron il soit élu. Enfin non, il n'était pas encore au gouvernement, mais c'est macroniste de la première heure. Macron en 2016, dans son cercle rapproché, la toute équipe du tout début, il y avait Gabriel Attal. Ça fait 10 ans qu'il est au pouvoir. Il est en mode le système. Il faut lutter contre le système. Rage Against the Machine, quoi. À deux doigts de mettre Killing in the Name of et dire on va tout brûler, quoi. Mais genre, tu es le système, Gabriel Attal. C'est vraiment le système, quoi. En train de le sacrifier. Et il est peut-être pas au courant qu'il a fait activement partie du gouvernement. Hein. Ah là 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 là. Même Édouard Philippe, je pense que ça peut lui jouer des tours d'être trop identifié Macron. Mais alors Attal, c'est mort. Hein. Vraiment, c'est mort. Hein. Mais qui sont ces gens là? Qui sont ces gens? Vraiment, je comprends pas. Chers amis, il y a des gens, vraiment, ils ont pris leur samedi après-midi pour aller s'entasser dans cette salle et faire Attal président. Ils sont payés, vous pensez? Les PNJ ultimes, ah ouais. C'est les figurants qui ont été payés, ah peut-être. Des intermittents du spectacle. Ah oui, c'était pour choper leur intermittence, il leur manquait
Il en manquait une date là, pour avoir l'intermittence. C'était climatisé, ouais. Samedi, il faisait très chaud, c'était peut-être climatisé, ouais. Les supporters dans FIFA. Sacrifier l'avenir. Les mots sont forts, mais je les assume. Un seul chiffre, mes amis, un seul. Sans doute le plus éloquent de tous. Depuis 30 ans, la part de notre richesse nationale dédiée aux retraites a augmenté de 20% quand celle ça parle de fond, c'est bon. Attendez, non, c'est bon, fallait attendre un peu. Là, il parle d'un truc. Dédiée à l'éducation et à la recherche a baissé de 15%. Attends, désolé, j'écoutais pas, pardon. Les retraites ? Mais je les assume. Un seul chiffre, mes amis, un seul. Sans doute le plus éloquent de tous. Depuis 30 ans, la part de notre richesse nationale dédiée aux retraites a augmenté de 20% quand celle dédiée à l'éducation et à la recherche a baissé de 15%. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour l'éducation et la recherche ? Il a été ministre de l'Éducation nationale. Il était ministre de l'Éducation nationale il y a 3 ans. Il a interdit la baya et le cabis. Et il n'a pas augmenté le budget de l'éducation nationale. Hein. Rien du tout. Il est en mode, il y a trop de déficits. Il faut remettre de l'ordre dans les comptes publics. On va supprimer des postes de profs. Généraliser les contractuels. Et sous-payer les AESH. Et là, il est en mode, on n'a pas mis assez d'argent dans l'école. Bah oui, est-ce qu'il a réduit le budget ? Enfin, faut pas réduire le budget alloué, le budget entre guillemets alloué aux retraites, faut pas le faire. Mais genre, ils auraient pu, lui et Macron, faire exactement ce qu'ils proposaient. Pourquoi ils l'ont pas fait ? On sait pas. C'est voilà. Et pourquoi la part de richesse nationale allouée aux retraites a augmenté de 20% ? Parce que la population a vieilli, il y a plus de vieux qu'avant. Les retraites n'ont pas spécifiquement augmenté, quoi. Voilà, ils ont baissé les droits du chômage par contre, oui, bon, ça, franchement. C'est une façon de dire, ah c'est bon, il y en a marre des vieux, la gérontocratie, place aux jeunes, l'éducation, la recherche, préparons l'avenir, et l'avenir se fera pas avec les retraités. Tu vas rien faire du tout, les retraités, t'as envie d'avoir leur voix de toute manière, quoi. Oh là là. Oui, voilà, il veut juste privatiser les retraites. Ah, peut-être qu'il va assumer, peut-être, d'avoir un discours pour la capitalisation, comme un certain Jordan Bardella, par exemple. C'est ça le truc, c'est que là, de Bardella à Attal, au moins Attal, ils ont tous le même discours sur les retraites. Oh, les retraites, ça coûte trop cher, il faudrait introduire une part de capitalisation et augmenter, voire supprimer l'âge pivot. Vous êtes tous à dire ça, C'est insignifiant. Et c'est pour ça que quand la présidentielle aura commencé, je ne sais pas si Attal sera sur la ligne de départ, probablement que ce sera Édouard Philippe qui est sur la même position, hein, de tous les cas. Ils vont tous dire exactement la même chose. Sauf une formation politique. Je vous laisse deviner laquelle. Et donc c'est pour ça que moi je pense qu'on est un peu structurellement avantagé d'une certaine manière pour les présidentielles, parce que quand la présidentielle va commencer, on va parler un peu plus du fond et du programme. C'est les règles de la présidentielle. On parle quand même un peu plus du fond et du programme. Et les Français se disent, bon, je vais quand même m'intéresser un peu au programme des gens pour être sûr de ne pas voter pour n'importe qui. Vous voyez ? Mais sur un sujet comme les retraites, ça va être l'attaque des clones, quoi. Ils vont tous dire exactement la même chose en boucle en faisant semblant de pas être d'accord avec leur petite cravate. À côté de ça, il y aura un discours de gauche différent des autres, bah ça sera celui de la France insoumise, quoi. Et le sujet des retraites, il est porteur. Hein. Rappelez-vous, la réforme des retraites 2023. Hein. L'opinion publique, il était à gauche à ce moment-là. Hein. Il était du côté du mouvement social, il était du côté des syndicats, il était du côté aussi de la France insoumise, qui n'était pas le plus central dans les manifs contre la réforme des retraites, parce que c'est un parti politique. Hein. C'est pas... Ils sont liés au mouvement social, mais c'est pas le cœur battant du mouvement social, LFI. C'est un parti institutionnel, électoraliste, il n'y a aucun souci avec ça. Mais je veux dire, voilà, l'opinion publique des travailleurs de France, début 2023, pendant les manifs contre la réforme des retraites, il était plutôt aligné avec la CGT et LFI, beaucoup plus qu'avec Gabriel Attal ou Jordan Bardella, version néolibérale qui suce le patronat, quoi. Donc je sais pas, allez-y, parlez tous pareil, présentez-vous de la même manière, normalement, ça va un peu se voir. Hein. Et vous savez pourquoi ça va ? Je dis ça ? Même Libération, c'est qu'il y a un moment donné, attendez, Libération c'est Daniel Schneiderman pour Libération, hein, c'est pas n'importe qui à Libération. C'est pour ça, il faut faire attention qui a écrit l'article dans la rédaction. C'est pas des ensembles homogènes, la rédaction. Daniel Schneiderman, il doit être pigiste, je suis même pas sûr qu'il est. Je sais pas. Regardez, même dans l'IB, il y a des chroniques pour dire Gabriel Attal et Raphaël Glucksmann sont la même personne. Ils ont le même projet. Glucksmann et Attal, la diagonale du vide, par Daniel Schneiderman. Alors Daniel Schneiderman, c'est pas Libération, quoi. Il fait plein de trucs cool. C'est pas, je sais pas comment ça s'appelle là. J'ai lu un article de l'IB nul à chier l'autre jour. De Charlotte Belaïch, celle qui a écrit La Meute avec Olivier Pérou. L'article puait la merde. Vraiment, c'était tout le Libération qu'on déteste était concentré dans cet article de merde de Charlotte Belaïch. C'est vraiment en mode genre, les extrêmes, hein. Le RN et LFI, les meilleurs ennemis. Regardez la France insoumise, ils font exprès que le RN y monte parce qu'ils aimeraient bien se battre contre eux et vice versa. Au final, les deux, ils sont bien contents de faire monter les extrêmes et foutre la merde en France. Hein. L'article était éclaté au sol. Bref, tout ça pour dire que Daniel Schneiderman, c'est pas...
On n'est pas au cœur de ce qui pose problème avec Libération, mais c'est quand même publié dans Libération. Glucksmann et Attal, la diagonale du vide, pour dire que c'est les mêmes blaireaux. Est-ce que c'est pas un signe quand même qu'à un moment donné, ça se voit quoi. Il y a des choses qui se voient. Que de Glucksmann à Bardella, c'est tous les mêmes FDP en cravate qui veulent libéraliser encore plus l'économie et être racistes. Il y a un côté où ça se voit quoi. Il y a un côté où ça se voit vraiment. Il n'y a pas besoin de lire la presse de gauche radicale pour que des gens, semblerait-il, aboutissent à ce constat quoi. Donc c'est plutôt un bon signal pour moi. Voilà, ça va convaincre ma mère, ça, mais typiquement. Hein. Mais moi, je pense que ce genre de choses vont se généraliser. Parce qu'à un moment donné, les faits et la vérité sont de notre côté, camarades. Voilà. Genre, le fait que la primaire populaire va nulle part, c'est cringe, qu'ils sont désorganisés, c'est un fait. C'est pas notre opinion de gauchiste. Donc à un moment donné, tout le monde va le dire. Pareil pour le PS qui essaie de se chercher, qui va nous mettre un Glucksmann ou un Hollande. C'est nul à chier. On n'est pas les seuls à s'en rendre compte et à le dire, quoi. Donc je sais pas, moi, il y a un côté où je me dis, bon, bah voilà, normalement, les choses se clarifient d'elles-mêmes parce que normalement, il suffit juste de regarder objectivement, quoi. Oh, merci. Incroyable, merci beaucoup. Oh, je me fais servir à mon bureau, quoi, comme un patriarche. Bon, bah, trop bien. Merci, Germaine Fourchette. Voilà, c'est qu'elle se faisait à manger pour elle et des pâtes, elle en a fait pour deux, quoi. Bref. Moi, je suis féministe et déconstruit, hein, vous inquiétez pas. Hein. Ces dépenses aillent à contre-courant C'est plus que ma meuf est vraiment trop grotesque, quoi. C'est plus ça. Quand elles doivent aller de pair, c'est sacrifier l'avenir. Ça n'est pas ça qu'il faut faire. Parce qu'à côté de nous, toutes les grandes puissances investissent massivement dans l'éducation, dans la recherche, dans l'avenir. C'est faux, ça. Les grandes puissances à côté de nous, elles investissent beaucoup dans l'armée. Leur manière d'investir dans l'avenir, c'est investir dans l'armée et dans le militaire. Ils parlent de qui quand ils disent ça? Ils parlent de la Chine? Ah, la Chine, oui, peut-être. La Chine, ils investissent de ouf dans la recherche et compagnie. La Chine, là, ils sont devenus, je crois que j'ai vu l'info passer, je l'ai pas lu l'article, mais j'ai vu l'info passer. Ils sont passés leaders dans le domaine du médicament, la Chine, à l'échelle mondiale. Ils passent leader dans tout, là. Tous les ans, c'est en mode genre, oh, la Chine est devenue leader là-dedans. Pourquoi? Économie planifiée, investissement massif dans des secteurs porteurs pour l'avenir. Ouais, la Chine, ok. Mais Trump, il investit dans l'école. Trump, il investit dans la recherche. Il désinvestit la recherche. Il nique les universités. C'est un fasciste qui verse dans l'anti-intellectualisme tout ce qu'il y a de plus classique pour des fascistes. Et par contre, il met de la thune dans l'impérialisme américain, quoi. De quoi il parle? De qui il parle quand il dit ça? Voilà, il est en mode non au déclin, les déclinistes ça dégage. En même temps, il est en mode oh regardez, les autres pays ils font ce que nous on n'arrive pas à faire. Bah nique ta mère, normalement ça n'a aucun sens, quoi. Alors est-ce que je vais voir des gens que je connais dans le public? Je dis ça parce qu'il y a des journalistes qui ont participé, enfin qui ont été au meeting pour couvrir le meeting. Et notamment mon camarade et allié Anthony Cortez de l'Humanité, avec qui je fais mon émission Ribot dans l'Humain un mercredi sur deux, mercredi prochain d'ailleurs. Il m'a envoyé une photo, il y était. Il m'a envoyé une photo en mode genre. Pour se foutre de la gueule d'Attal. Non, il était là parce qu'il probablement qu'il écrit un papier pour l'Huma pour couvrir le meeting, quoi. Et j'étais en mode genre, oh waouh. Et ben, ça se trouve à le voir dans le public, d'être en mode genre, qu'est-ce qu'il fait là, lui? Attends, on fait des commentaires sur les tenues vestimentaires, par pitié, cette marinière à col de chemise. Elle là. C'est un col comment ça? Comment on appelle ça? Un truc Claudette là, je sais plus. Ça s'appelle comment ça? Les cols comme ça. Claudine, j'avais Claudette en tête. Ouais, le col Claudine Marinière, ouais. Col Claudine Marinière, c'est très Attal Coded finalement. Hein. Non, c'est pas un col Mao ça, non, c'est un col Claudine. Je vois la France dans toute sa diversité. Des gens portent des marinières, d'autres des t-shirts noirs, certains sont en tailleur, certains sont en chemise. Salut Archie, comment ça va? Le risque, si nous restons bloqués dans ce modèle, c'est la fracture générationnelle. C'est le risque que les jeunes de notre pays, que ceux qui travaillent dans notre pays, se disent finalement que le pays les a lâchés, que la France les aurait lâchés. En France, les générations, elles se parlent, elles ne s'opposent pas. Chez nous, la transmission est une vertu. Je dis bonjour Archie et pas à toi, mais si je t'ai cité, je t'ai même fait une ref tout à l'heure pendant l'interview. La Pride des banlieues, je dis ah oui c'est écharpe, en plus écharpe tatata. Non mais ouais oh. Et chacun n'aspire qu'à une chose, que ses enfants vivent mieux, que chaque génération puisse vivre mieux que celle qui l'a précédée, que la France retrouve le goût de l'avenir. Et c'est tout le défi de cette campagne.
C'est quoi le chant? Vous comprenez ce qu'ils disent? Moi j'ai entendu. C'est pas des paroles ça. Articulé, je sais pas. J'ai juste Gabriel Attal. Interdire la baya. Attendez. Mais qui c'est qui va gagner? Qui c'est qui va gagner? Oh, attends, c'est oh lélé. Oh là là, qui c'est qui va gagner? C'est Gabriel Attal. Non. Non, ça il va pas gagner. Hein. Il va gagner le droit de se retirer au profit d'Édouard Philippe avant même les 500 signatures. Hein. Voilà, c'est le seul truc qu'il va gagner. Hein. Olé, oh là là, va te faire peigner Gabriel Attal. Ouais, j'entends ça moi aussi. Hein. Mes amis, Qui c'est qui va gagner? tout l'enjeu. C'est cringe. Hein. C'est très très cringe. Hein. Après les meetings, il y a souvent un côté un peu cringeos. Hein. Même des beaux meetings. Vu de l'extérieur, quand c'est pas ton camp politique, tu trouves toujours ça un peu ridiculous sur les bords. Quoi. Je pense qu'il y a des gens qui aiment pas LFI, ils voient les meetings de Mélenchon, ils sont en mode genre oh c'est cringe, regardez. Oh. Mais c'est moins cringe, hein. Objectivement c'est moins cringe. Bon. Oui, non, je veux pas parler du non, De cette élection je vais aller parler d'un truc. Mais non. Toute la question à laquelle les Français devront répondre par leur bulletin de vote. Voulons-nous que la France reste cramponnée à un modèle du passé ou voulons-nous bâtir l'avenir? Il y a un mec qui a dit non. Il y a un mec qui a dit non. On veut pas le modèle du passé. Ceux qui nous gouvernent depuis 10 ans ont mis la France à feu et à sang. Ils n'ont pas préparé l'avenir. Ils avaient 10 années pour le faire. Ah ben non, ça marche pas. C'était Gabriel Attal qui devait préparer l'avenir, qui l'a pas fait. Bon. On veut bâtir l'avenir. Nous pouvons y arriver. Nous allons y arriver. Mes amis, je laisse à d'autres le sang et les larmes. Moi, je vous promets l'action et l'espoir. Qui promet le sang et les larmes? Quel candidat à la présidentielle promet les sangs et les larmes? Quel candidat être en mode genre je vais mettre la France dernière puissance mondiale. Je vais creuser le déficit et la dette. Avec moi, la note de Standard & Poor's sera baissée d'au moins 3 crans. Si on passe pas en B+, je démissionne. Je vais faire augmenter les intérêts sur les marchés financiers et je vais détruire les services publics. Avec moi, la France mourra. Ouais. Je vous promets sang et larmes. Oui, bah, c'est Manuel Bompard, il l'a dit, ouais, ça. Oh là là. Ah. Nous sommes prêts. Moi, je l'avais pas vu, lui. Il y a le mec des malentendants en dessous, je l'avais pas vu. Il est en tout petit, quoi. Vraiment tout petit. Voilà, faut pas qu'il fasse de la concurrence à Gabriel Attal. En termes de... Il est vraiment tout petit. D'habitude, ils sont plus gros. À la télé, là, quand c'est à l'Assemblée nationale et tout. Ceux qui traduisent en langage des signes. Vraiment, ils prennent une plus grosse place. Là, c'est vraiment genre, ouais, c'est bon, les sourds, les malentendants, là, je m'en bats les couilles. Vous le mettez en tout petit en bas de l'écran, parce que sur ça, il faut qu'il soit plus petit que Gabriel Attal sur le... faut qu'il soit plus petit que Gabriel Attal à la tribune, quoi. Sans ça, ça va pas. Hein. Ça va, ils sont sourds, pas aveugles. Oui, bah si t'es malvoyant et malentendant, bah tu votes pas pour Gabriel Attal. Hein. Bah, tant mieux, hein, quelque part. Moins de gens qui votent pour Gabriel Attal, c'est une bonne nouvelle, en réalité. On peut bâtir l'avenir. Nous pouvons y arriver. Nous allons y arriver. Mes amis, je laisse à d'autres le sang et les larmes. Moi, je vous promets l'action et l'espoir. On l'a déjà dit, on l'a déjà vu. Nous sommes prêts. Peut-être le mec est juste petit. Genre lui, là, il est juste petit. Mais il serait tout petit. Hein. Un lilliputien, quoi. Bon, allez, bref, autre... voilà, le SMIC. Voilà. Parlons économie un peu là, parce que là c'était vraiment des grandes phrases. Après j'ai mis exprès au début des trucs vraiment où il y avait absolument aucun contenu. Après on va parler économie là un peu, il y a un petit passage où il parle d'économie, un petit passage où il parle des frontières. Voilà, et donc il va faire le droit art économiquement, le droit art d'un point de vue immigration, racisme et tout. Après j'ai les extrêmes se rejoignent, il clash la France insoumise et le RN. La dette écologique, défi du siècle, intéressant, et on finit avec des grandes phrases vaguement galvanisantes, mal exécutées. Voilà le programme. On va s'éclater, hein. On va vraiment s'éclater. Allez, le SMIC.
Économie. Le deuxième chantier capital, c'est les salaires. Oui, je refuse de laisser le monopole des mots salaire, des mots travailleurs à la gauche. La gauche n'a pas le monopole du cœur. Il est en train de un peu dire ça. Hein. Mais vous parlez des salaires pour dire on n'augmentera pas les salaires. La droite parle des salaires tout le temps. La droite, ils sont en mode genre on va supprimer les impôts et les cotisations sociales, on va privatiser plein de trucs, ça augmentera votre salaire net. Vous n'êtes pas contents, les Français? On va augmenter de 100 € et vous devrez payer 150 € à un fonds de pension pour préparer votre retraite. Ils ont un discours sur les salaires, la droite, c'est juste que leur discours, il pue la merde. Oh. Ces dernières années, nous avons réussi à mettre fin au chômage de masse. S'il parle d'IA, mais j'ai pas sélectionné le truc sur l'IA, j'en ai rien à foutre, voilà. Pour ma génération... Attends, pardon, il a dit quoi? Au chômage de masse. Il a dit quoi? Oui, il a menti là. Il a mis fin au chômage de masse? Gabriel Attal? À la gauche. Ces dernières années, nous avons réussi à mettre fin au chômage de masse. Ah bon? Il n'y a plus de chômage là? Il y a le plein emploi? Let's go, je savais pas. Ah, mais quand je vous dis là, en ce moment, je sais pas, je suis plus optimiste qu'à l'époque. Bah oui, en fait, regardez, il n'y a plus le chômage de masse. En radiant les chômeurs. Ah, j'avoue, c'est peut-être ça. J'ai mis la fourchette dans ma bouche, il n'y avait pas de pâte dessus. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, bref. Merde. Pour ma génération qui a... Donc c'est officiel, il n'est pas de gauche. De toute façon, il l'a dit il n'y a pas longtemps. On lui avait posé la question sur je sais pas quel plateau télé. On lui a dit mais vous êtes devenu bien de droite, monsieur Gabriel Attal, issu du parti socialiste. Et il a dit un truc du genre faut s'adapter pour survivre. La politique, c'est un monde qui dure. Je vois la France évoluer. Et j'évolue avec elle. Oui, je suis plus de droite qu'avant. Mais c'est ce dont la France a besoin. Je vais pas me laisser marcher sur les pieds dans cette course à l'échalote de qui sera le plus autoritaire et raciste. Votez pour moi. Je serai de droite, mais pas trop quand même. Comme Macron. Tu mets bien Macron, non? Non? Non. Grandi en entendant Non. tous les débats politiques exclusivement tournés autour de la question du chômage de masse, c'est quand même un progrès majeur d'avoir vu le chômage tant reculer en France ces dernières années. Oui. Va dire ça aux travailleurs de France qui n'ont pas de boulot. Hein. Parce que il n'a pas beaucoup reculé. Hein. Il a un tout petit peu reculé, mais quand tu regardes dans le détail, ils ont radié plein de chômeurs. Les chiffres du chômage ont baissé, mais en termes d'emploi, et d'emploi typiquement en CDI, d'emploi stable, qui peut te permettre, par exemple, je sais pas, d'accéder à l'immobilier en empruntant à une banque, ce genre de choses. T'as pas de CDI, t'es pas fonctionnaire, la banque, elle y va te faire foutre, quoi. Donc en fait, tu regardes la qualité de l'emploi qui a été créé, les manigances à radier des catégories de chômeurs, en fait, leur bilan, il pue la chiasse. Et il y a quelque chose qui prouve que leur bilan est nul, c'est que s'il y avait autant de création d'emplois qui le laissent penser, et ben en fait, il n'y aurait pas autant de dettes, de déficit. Qu'est-ce qui fait que les macronistes, à un moment donné, voilà, c'est le moment sérieux, j'ai posé spectaculairement mon couteau dans l'assiette. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les macronistes, il y a autant de déficits? Il y a autant de déficits avec leur politique macroniste. Ils ont eu 10 ans le pays, avec une politique économique, sur l'emploi, sur la fiscalité, etc. Donc une fiscalité très pro-patron, avec des exonérations de cotisations sociales à plus savoir quoi en foutre, des aides directes ou indirectes aux entreprises, plus de 200 milliards d'aides annuelles aux entreprises. C'est un chiffre qui englobe beaucoup de choses, mais ça donne un ordre d'idée de leur politique. Une politique pro-business, une politique de l'offre. Le plan, c'était quoi? On laisse plus les coups des franches aux entreprises en leur faisant une politique qui est à leur avantage. Comme ça, ils vont créer de l'emploi. Parce que les gentils patrons, ils sont là pour créer de l'emploi avant tout. Ils sont là pour le bien des travailleurs, vous le savez. Hein. Vous le savez. Et donc, si on baisse le coût du travail, on va appeler ça comme ça, si on baisse les cotisations et les impôts pour les entreprises, et bah du coup, ils pourront créer plus d'emplois et développer plus d'activités économiques. Donc, il y a moins d'argent qui rentre parce qu'on a baissé les impôts pour les entreprises, pas pour les particuliers. Mais du coup, comme ça crée de l'emploi, bah, au final, ce qu'on perd d'un côté, en impôts sur le travail des entreprises, on le récupère en consommation parce que les gens ont accès à un emploi alors qu'avant, ils n'en avaient pas. Et donc, du coup, ils consomment plus en France et ça fait rentrer la TVA. Et du coup, hop là, ça fait une espèce de cercle vertueux où tu mets bien les entreprises créent de l'emploi et les gens qui ont de l'emploi, via la consommation, et refont rentrer l'argent dans les caisses de l'État. Donc, t'investis, on va dire, dans le profit des entreprises, enfin, dans l'intérêt des entreprises. Et c'est censé revenir par la porte de la consommation, via la création d'emplois. Voilà. C'est vraiment le principe de la politique de l'offre que fait Emmanuel Macron depuis 10 ans et que déjà faisait François Hollande avant lui. Mais du coup, ça ne marche pas. Et il y a un marqueur qui montre que ça ne marche pas, c'est que le déficit augmente. L'argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Parce que justement, les patrons ne créent pas l'emploi comme ils auraient dû le faire selon Macron et compagnie.
C'est pas le ruissellement, exactement. Il n'y a pas de ruissellement. Le ruissellement ne marche pas. Après, là, c'est pas juste le ruissellement. Je l'ai dit de manière un peu plus fine, en parlant de, voilà, d'un point de vue un peu macroéconomique, comment c'est censé marcher leur politique de l'offre. Mais le fait qu'il y ait plein de déficits, là, ces dernières années, on a beaucoup parlé de déficit, etc., etc. C'est la preuve absolue que leur politique sur l'emploi ne fonctionne pas. Donc, on lui dit, on a réduit le chômage de masse. Il n'y a plus ça maintenant. Ah ouais, bah pourquoi le déficit augmente alors? C'est parce que vous n'avez pas créé de l'emploi. Et si les emplois que vous avez créés sur le papier, c'est quoi? C'est des alternants. C'est des CDD, c'est des intérimaires, c'est de l'emploi qui n'est pas de bonne qualité, à la fois pour que les travailleurs qui bénéficient des emplois puissent se projeter dans l'avenir, premièrement, et en plus, c'est des emplois qui sont mal payés, c'est des emplois qui ne sont pas pérennes, des situations qui ne sont pas pérennes, et donc du coup, ça fait moins rentrer d'argent vers la consommation que prévu, quoi. Voilà. Et en plus, toute l'uberisation, exactement. En plus, tous les employés uberisés, ça fait baisser le chômage, mais bon, c'est pas sain économiquement, quoi. Voilà. Donc bref, tout ça pour dire que, ferme ta gueule, Gabriel Attal, ton bilan est désastreux, quoi. Qu'est-ce que tu racontes? Chômage de masse, ouais, je vais t'en donner moi des chômages de masse. Il y en a qui a bien trouvé trop chômage de masse, il s'appelle Gabriel Attal, ouais, tiens, allez, tu vas aller bien pointer à Pôle emploi, gros loser. Salut Chrome, t'arrives quand je m'énerve là, putain. Nous faisons face à un nouveau défi. Ça va? Un défi d'une même ampleur. C'est le travail qui ne paye pas assez. Il est insupportable qu'un Français qui travaille ne s'en sorte pas. Insupportable de voir des femmes, des hommes se lever tôt, rentrer tard, tenir leur poste, assumer leurs responsabilités et compter chaque euro à la fin du mois. C'est insupportable. Augmenter les salaires. Vous demandez aux entreprises, via des lois, d'augmenter les salaires. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Ils disent ça, mais hors de question d'augmenter le SMIC. Hein. Le SMIC a augmenté, là, vous avez vu? C'était là, au 1er juin. Aujourd'hui, le SMIC augmente. Parce que le SMIC est indexé sur l'inflation. Donc le SMIC a augmenté de 2,5%, si je dis quelque chose comme ça. C'est 40 € par mois en plus. Voilà. Bah ouais, on pourrait l'augmenter un peu plus, non? Et augmenter le reste des salaires, tu vois, que ça fasse un nivelé vers le haut, quoi. Que le travail ne paye pas suffisamment pour beaucoup de Français. Insupportable qu'il paye parfois moins. Il va dire qu'il faut baisser les charges. Oui. Oh oui. Oh oui. Il va dire, je propose de baisser les charges, rapprocher le net du brut, pour redonner l'argent aux Français, et que le travail paye enfin, et que ces connards de fils de pute de chômeurs, on les laisse crever la bouche ouverte. Votez pour moi. Je tuerai les chômeurs. Moins que les aides. Les aides. Ah, c'est insupportable que le travail paye moins que les aides. Mais c'est qui parle là? C'est quoi? C'est David Lisnard? C'est Jordan Bardella? Ne paye pas suffisamment pour beaucoup de Français. Insupportable qu'il paye parfois moins que les aides. C'est faux. C'est faux, c'est un mensonge. Fake news. Fake news. Insupportable que le SMIC, qui devrait être un salaire plancher, soit devenu le salaire plafond pour beaucoup trop de Français. Mais c'est la faute aux putains de patrons qui embauchent au SMIC et qui veulent réduire à tout prix leurs coûts pour augmenter leurs bénéfices. C'est un peu le principe d'une entreprise dans le modèle capitaliste, Gabriel Attal. Qu'est-ce que tu racontes? Là, il arrive en mode genre, faut augmenter les salaires. Ce n'est pas normal que les salaires soient bas. Mais la faute à qui si les salaires sont bas? La faute à ceux qui fixent les salaires, c'est-à-dire les employeurs, c'est-à-dire le patronat, c'est-à-dire la bourgeoisie capitaliste qui exploite le prolétariat. Et comment on la traite, cette bourgeoisie capitaliste qui exploite le prolétariat pour qu'elle augmente les salaires? Et bah tu la forces à augmenter les salaires. Dans l'attente d'exproprier, dans l'attente de tout ce qu'on veut, machin bidule, déjà tu fais des lois, là, avec ton petit pouvoir législatif. Monsieur le gouvernement, bref, c'est le pouvoir exécutif, mais peu importe. Et tu leur dis, maintenant il y a une loi, tu payes plus tes employés. Et là, magie, les salaires augmenteront. Pourquoi on fait pas ça? Pourquoi à la place, on ne fait que sucer le MEDEF et le patronat toute la journée en se disant, ils sont gentils, leur bonté d'âme fait qu'ils vont faire du bien à la France. Ils s'en battent les couilles. Une entreprise, dans le mode de production capitaliste, son but, c'est de maximiser ses profits. C'est le cas de toute entreprise, c'est le jeu. Et n'importe quel entrepreneur dirait pas le contraire. Donc si tu laisses à la bonne volonté du patronat la possibilité d'augmenter les salaires ou de créer de l'emploi, il n'y a aucune raison qu'ils le fassent en fait. C'est pas dans leur intérêt. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? De la coercition, des bonnes grosses lois pour les obliger à augmenter les salaires, quoi. Et ça tombe bien, il était au pouvoir pendant 10 ans celui-là. Le travail doit payer. Le travail doit permettre de vivre. Pas seul. Les fonctionnaires, tout le monde s'en fout en vrai. Eux ils s'en foutent, hein. Ça c'est clair et net. Hein. C'est clair et net. Oui, parce que là je parle du privé, mais c'est encore pire. Enfin genre, ils ont encore plus de possibilités de jouer sur les salaires des fonctionnaires, le gouvernement, que sur le salaire du privé. Parce que là, c'est eux directement qui les fixent, quoi. Parce que c'est l'État, tu vois. Donc, c'est la même chose. Si on augmentait les salaires du privé, si on veut augmenter les salaires des fonctionnaires, c'est la même chose. Il faut que ceux qui sont au pouvoir décident de le faire. Hein, et en penser tout, quoi. Voilà. Seulement de survivre. Alors notre combat, ce sera
de faire monter les salaires. Pas une hausse de façade, pas une hausse imposée comme le propose la gauche qui étoufferait les entreprises et qui détruirait des emplois. Non. Pas une hausse imposée. Hein. Il faut que les patrons, gentiment, le fassent, mais sans qu'on leur impose. Non mais tu te fous de la gueule du monde ou quoi? Un vrai choc pour les salaires. D'ici peu, dans notre programme, je vous proposerai une stratégie complète pour une hausse massive des salaires. Comment allons-nous faire? D'abord, en investissant sur la productivité et sur l'innovation. Ah, c'est original ça, j'ai jamais entendu des gens dire ça au pouvoir, quoi. J'ai jamais entendu Macron et compagnie dire ça pendant 10 ans. 10 ans à dire ça. Faut augmenter notre compétitivité en mettant le paquet sur l'innovation. Regardez Philippe Aghion, il est prix Nobel d'économie. Il est français. Cocorico, cocorico mes petits citoyens. Il a dit que la productivité de l'innovation, c'est bien pour l'économie. On va innover en faisant de la France une start-up nation. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Maintenant, les jeunes utilisent le terme dans la France de Macron pour dire que c'est de la merde, quoi. Donc bon. Je vous donne un chiffre. Oui, innover en détruisant l'université. Hein. Non, mais il a dit tout à l'heure, ils vont investir dans la recherche à Skip. La productivité française avait connu la même trajectoire, la même croissance que la productivité américaine ces 20 dernières années. Le salaire médian français ne serait pas de 2200 € net comme aujourd'hui, il serait de 3300 € net, 50% de plus. N'oublions jamais que c'est l'investissement, l'innovation. Non, mais je comprends pas. Alors, les salaires ont augmenté de 50% aux États-Unis dernièrement. Qu'est-ce qu'ils racontent? La productivité qui tire les salaires vers le haut. Mais enfin, prendre en exemple les États-Unis d'Amérique pour vendre un programme économique. On est en quelle année en fait? On est dans les années 80? Parce que ça, c'est un discours qui portait à droite. Dire, regardez les États-Unis, la première puissance mondiale, leur PIB par habitant est super élevé, copions les États-Unis. On est à l'ère de Trump. C'est un shit-hole les États-Unis aujourd'hui. Tout le monde le sait en France. Trump, il s'est fait élire. Il s'est fait jarter. Il a réussi à revenir tellement c'est la merde aux États-Unis, tellement c'est la crise. Être bandeur du SA en Big 2026. Allô? Il pense que c'est comme ça qu'il va gagner? Surtout que c'est pas comme si l'intégralité de la droite française faisait ça depuis 80 ans, quoi. Enfin, 80 ans, 50 ans, j'en sais rien. Ouais, à l'ère du fentanyl, la crise des opioïdes, à l'ère où il y a le Luigi Mangione qui décide de fumer littéralement un PDG de... Merde, c'est pas un fonds de pension. Un PDG de truc de healthcare, là, et qu'il y a la moitié du pays qui fait de lui un saint. L'exemple de con, quoi. L'exemple de con. Ah ouais, on va prendre l'exemple sur Donald Trump. Même lui, il est pas sûr de lui, regardez la tête qu'il fait, il a une petite tête déconfite. Qui tire les salaires vers le haut. Il a fait... Ah, j'espère que ça va pas se remarquer que je suis complètement con. Et si, moi je l'ai remarqué. Et ouais, moi je regardais, j'ai fait un live, je l'ai remarqué, Gabriel Attal. J'ai dénoncé ton vil discours complètement con et déconnecté et tes éléments de langage creux. Et ouais. À l'ère où c'est la planification chinoise qui fait qu'il moque tout le monde niveau croissance et innovation. Bah ouais, en vrai, premier degré. Ensuite, nous ferons monter les salaires en renforçant encore nos efforts pour faire baisser le chômage. Nous allons amplifier la politique de l'offre, simplifier notre droit, réformer le code du travail pour en faire une constitution du travail avec les grands principes et donner ensuite plus de liberté au dialogue social pour fixer l'organisation du travail. Moi, j'ai confiance dans nos partenaires sociaux. Pardon ? Dans les partenaires sociaux, il y a le MEDEF, hein, voilà. Les partenaires sociaux, c'est les entreprises et aussi les syndicats. C'est ça qu'on disait les partenaires sociaux. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire on va niquer le code du travail et ça sera entreprise par entreprise, branche par branche, que seront décidés le droit du travail. Sur la base du dialogue. Du dialogue entre les syndicats, typiquement, et les entreprises. Donc du coup, une entreprise comme Uber, le dialogue social, il est où le dialogue social entre les gens qui travaillent sur les plateformes et les plateformes? Il y a un dialogue social entre les livreurs Uber et Uber? Il croit quoi? Il croit que c'est le travail en France, c'est que des ouvriers lourdement organisés en syndicats qui peuvent tenir le patron par les couilles s'ils le veulent parce qu'ils sont prêts à faire leur grève générale. Le rapport de force, il est ultra désavantageux pour les salariés par rapport aux employeurs. C'est évident, quoi. Donc faire ça, c'est une façon de dire on va complètement niquer le code du travail et il y aura certaines branches, on pourra bosser 60 heures par semaine pour moins que le SMIC et tu fermes ta gueule esclave, quoi. C'est ça la traduction. Wesh, il nous prend vraiment pour des abrutis, hein. Et surtout, il parle, mais comme n'importe quel random droitos. Il n'y a aucune différence entre tout ce qu'il dit et n'importe quelle personne de droite, politicien de droite depuis 40 ans dans ce pays. Vraiment, c'est la même chose.
pour cette responsabilité. Mais moi, je comprends pas pourquoi ils applaudissent comme des drones du coup derrière. Ils sont genre ah oui, trop bien de faire ça. Vous trouvez ça bien vraiment? Vous avez réfléchi à ça? Vous les applaudir comme des bouffons parce que vous êtes content d'être à un meeting quoi? Wesh. Ils sont débiles ou quoi dans le public? Nous y arriverons enfin en réduisant les charges salariales pour faire Bon, c'est original ça aussi, tiens. monter le salaire net. Voilà, c'est ce En que je cette disais. journée de finale pour le PSG, Oh, c'est bon, toi. Commence pas avec ça, quoi. et alors que je sais qu'il y a aussi beaucoup de Marseillais dans la salle, non, je nous donne un objectif maintenant s'agissant des Non. Bah si, tu vas faire quoi en fait? Eh, t'es pas mon père, Gabriel Attal, quoi. Ça va, je dis bouh si je veux. salaires. Pour les salaires, c'est droit au brut. Rapprocher le net du brut. Je peux pas. C'est cringe de fou. Droit au brut. C'est-à-dire qu'il y a des putains d'experts en communication politique qui ont validé cette merde. Hein. Droit au brut comme l'OM. Ah, c'est catastrophique. Même Ruffin aurait pas osé. Hein. Ça me fascine que ça fait 30 ans qu'il baisse les cotisations, que ça marche pas, qu'il continue de le promettre chaque année, chaque élection, et que les gens y croient encore. Bah oui, mais parce que le discours anti-impôt, il marche de fou, quoi. Les gens, ils sont en mode « Mais comment ça se fait que je bosse pour les autres? Je suis censé bosser pour ma gueule !» Alors que les autres, c'est leur grosse daronne à la retraite, quoi. Enfin bon, c'est insupportable. Supprimer des lignes sur la feuille de paye en baissant les charges des salariés. Ah, c'est bien, super. Et du coup, on fait quoi de la sécurité sociale? On la finance comment? On finance comment l'école publique? Rappelle qu'un peu avant, dans son discours, il a dit « Il faut investir massivement dans l'école et dans l'éducation. » Ok, d'accord, si tu fais ça et que tu baisses massivement les taxes et les cotisations, qu'est-ce que tu privatises, monsieur Attal? Dis-nous. Cela nécessitera un choix radical. Ah? Et je l'assume. Nos dépenses sociales ne peuvent plus reposer autant sur les Français qui travaillent. Ça la reposer sur qui alors? Sur les Français qui exploitent? C'est ça qu'il est en train de dire? Je comprends vraiment pas où il veut en venir, premier degré. Ah oui, attends, pardon, Gourbi, tu m'avais envoyé ça. Quoi? C'est ça son programme pour l'école? Mais attends, tu te fous de ma gueule? C'est quoi cette merde? Attendez. Attendez, c'est quoi cette merde? Donc voilà, les grandes mesures annoncées par Gabriel Attal. Attendez. Réduire l'écart entre salaire brut et salaire net, il vient de le dire. Économie sur les dépenses sociales, oui. C'est-à-dire, quelles dépenses sociales? Les retraites? Les soins? L'école? Réforme de l'assurance chômage. Ah, c'est la 17e fois que vous réformez l'assurance chômage en 10 ans. Ils ont fait 4 réformes d'assurance chômage. Ils sont en mode, on va continuer. Mais supprimer le chômage en fait. Supprimer le chômage directement. Qu'est-ce que ça raconte? Et c'est quoi le budget de l'assurance chômage dans la sécurité sociale? Par rapport au reste, par rapport aux retraites et aux soins. C'est que dalle. Ils font des économies de bout de chandelle en disant, ah bah les chômeurs, crevez la bouche ouverte. Mais allez vous faire foutre quoi. Objectif, augmenter les revenus disponibles des actifs. Préférence travail pour l'immigration. Privilégier les travailleurs et les compétences. Ah, c'est donc ça le fameux immigration de travail? Ça donnerait pas un peu raison à Ruffin, ça? Non, je rigole. Mais oui, la colonne école, du coup. Élever le niveau dès la rentrée 2027. Moi, président, j'élèverai le niveau de l'école. Le niveau est trop bas. Si le niveau était plus élevé, la France irait mieux. Moi, président, j'élèverai le niveau. Mais j'ai jamais vu un truc aussi cru que ça. Hein. C'est une dinguerie. Ouais, école de niveau 2. Là, on est niveau 1, on pourrait passer niveau 2. Hein. Brevet obligatoire pour entrer au lycée. C'est une non-mesure, ce truc-là. Ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Vraiment, c'est de la pure communication de débile pour dire bah, à l'époque, les diplômes, ça voulait dire quelque chose, hein, le niveau il a drastiquement baissé. Oui, bah l'accès à l'éducation a drastiquement augmenté aussi. Bouffon, bref. IA intégré dans tous les programmes dès le collège. Ils avaient tenté ça, hein. Ils avaient pas dit oh, on va mettre une IA. C'était Elisabeth Borne qui a présenté ça. Rétablir l'autorité des enseignants. Ça, je suis obligé de le faire. Avec la voix de Gabriel Attal. Tu casses, tu répares. Tu salis, tu nettoies. Tu défies l'autorité, on t'encule, fils de pute. Oh, c'est une de mes classiques blagues, je la faisais déjà il y a 2 ans, celle-là. Ok. Et du coup, la case de la Discord que m'a envoyé Groubignol. Moins d'élèves par classe grâce à la baisse démographique sans baisser les moyens. Ah bah parfait. Parfait. On s'attarde 5 secondes sur l'aberration qu'est cette mesure. Moins d'élèves par classe grâce à la baisse démographique sans baisser les moyens. Non mais c'est en mode c'est bon, les enfants ils font de moins en moins les Français font de moins en moins d'enfants, du coup il y aura de moins en moins d'élèves par classe. Yes, super. Et à côté de ça, Macron il est en mode
faut faire le réarmement démographique. Je dois vous envoyer à la guerre. Et les cotisations sociales pour les retraités vont pas se payer toutes seules. Hors de question d'avoir de l'immigration en France, cependant. Il faut que ça soit des petits bébés blancs, bien de chez nous. Bien de chez nous. Donc d'un côté, ils sont en mode réarmement démographique, de l'autre côté, ils sont en mode t'inquiète, l'école, ça va bien se passer, parce que de toute façon, bientôt, il y a moins d'enfants. C'est bon, tout va s'arranger. Donc si vraiment tu comptes sur le moins d'élèves par classe grâce à la baisse démographique sans baisser les moyens, bah du coup, faut partir du principe que ça va être très difficile de financer les retraites, quoi. Je sais pas, mais genre ça n'a aucun sens. C'est vraiment complètement con. C'est complètement con. Non seulement c'est creux et vide, et en plus c'est de la merde, quoi. C'est pas juste creux et vide, c'est en plus de la merde. Incohérente. Et débile. Ah là 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 là. Pitié, hein. Pitié, hein. Oh, j'ai la flemme de regarder tout le truc, mais je garde ça sous la main. Je garde ça sous la main au cas où, hein. Allez, la suite. La suite. On va parler des frontières maintenant. Quand je parle de frontières, je parle pas de Jordan Florentin. Je parle de notre souveraineté. Il y a trop de migrants. Bref. Le troisième chantier capital, ce sont les frontières. Et comme j'assumais tout à l'heure de ne pas laisser le combat sur les salaires à la gauche, je refuse de laisser la question des frontières à la droite. Attendez, il va être à la fois de droite et de gauche. Il est en train de dépasser le clivage gauche-droite. Ça me rappelle quelqu'un qui a déçu les Français quand même, non? C'est lui la droite. Quand il dit la droite, il parle du RN, hein, voilà. La frontière, c'est la condition de la souveraineté. Un pays qui ne maîtrise plus ses frontières ne maîtrise plus son destin. Cela vaut pour l'immigration. Quand il dit ça, vraiment, ça n'a aucun sens. Ne pas maîtriser ses frontières, c'est ne pas être souverain de son propre pays, nanani nanana. Il y a plein de pays dans le monde qui sont des pays tout à fait souverains, parce que le système politique en place fait que c'est un pays souverain. Vous voyez? Il y a infiniment plus d'immigration en France. Des pays bien plus pauvres que la France. Je crois que c'est en Turquie, dans le sud de la Turquie. Il y a des camps de réfugiés absolument gigantesques. Et bon, c'est évidemment des détentions désastreuses, etc., etc., quoi. Mais genre, dire ça n'a pas de sens. C'est du fantasme. C'est en mode genre, nos frontières passoires font qu'il y a énormément d'immigrés et donc du coup on perd notre souveraineté. Premièrement, frontières passoires ça veut rien dire. Deuxièmement, il n'y a pas énormément d'immigrés en France. Troisièmement, on s'en bat les couilles qu'il y ait énormément ou pas d'immigrés. C'est pas ça qui change quoi que ce soit. La souveraineté de la France que ça veut dire. Il pourrait y avoir 7 fois plus d'immigrés du jour au lendemain en France. Qu'est-ce que ça changerait à la souveraineté de la France? Ce que ça changerait, c'est qu'à bout d'un moment, il y aura peut-être un petit peu moins de blancs et un petit peu plus de non-blancs à la limite. Oh waouh. Et ça met la souveraineté de la France en danger. Pourquoi en fait? On peut pas être immigré, descendant d'immigrés, être dans un pays souverain, ça ne veut rien dire. C'est pas du dog whistle, mais c'est du discours d'extrême droite. C'est du discours d'extrême droite, ça en réalité. Soyons lucides, le moment est à la surenchère. Pour gagner des points dans les sondages, certains veulent faire croire aux Français qu'on pourrait stopper toute immigration. Au risque de l'impopularité, je le dis ici et je l'assumerai tout au long de cette campagne, l'immigration zéro, ça n'est ni possible, ni souhaitable. Pas plus que le fantasme des portes grandes ouvertes. Il est en mode genre, regardez, moi je suis pas d'extrême droite, j'ai dit que l'immigration zéro c'est un fantasme, mais le cadrage qu'il a, ça reste un cadrage de droite dure, quoi. Oh, il est progressiste, hein. Il a dit, non, je suis pas pour l'immigration zéro, je suis pour le minimum d'immigration. Le minimum d'immigration. Ok, bon bah, super. Notre ligne est claire. C'est dur, hein. Ce que nous voulons, c'est accueillir moins pour accueillir mieux. Ce que nous voulons, c'est la préférence travail, où l'on accueille les compétences, les talents dont nous avons besoin. Ce que nous voulons... Voilà, les autres qui crèvent. Les autres crever dans la Méditerranée, là, les autres. Allez, remigration dans des camps de migrants à Lampedusa. Allez, mourrez les autres. Vous êtes quoi là? Vous, des sous-hommes là? Vous avez même pas un bac plus 5? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Allez, mourrez dans la Méditerranée. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'est pas comme si là, aujourd'hui, il y avait des immigrés qui sont arrivés en France en traversant un enfer, parce que ça peut être extrêmement compliqué, les réseaux de passeurs, etc. C'est atroce. On avait interviewé avec Anthony à l'UMA, les réalisateurs du film Welcome to Europe, que je vous recommande très vivement. Il est vraiment hyper bien ce docu. Et du coup, ça parle de ça, de ces parcours de migration. C'est hyper dur, quoi. Et après, t'es immigré, afghan, qui atteint enfin une destination comme la France. Et il y avait des gens avec qui ils allaient parler. C'est des gens qui dorment à Stalingrad sous la ligne 2, pour ceux qui voient.
Et du coup, ils allaient le voir pour leur demander comment tu t'appelles, qu'est-ce que tu fais comme métier, etc., comment t'es venu en France. Et les 2 tiers des gens, ils répondaient, bah moi j'étais prof, moi j'étais machin. C'est que des gens qui avaient des diplômes. C'est des gens qui avaient des diplômes qui pouvaient très bien apporter leur savoir-faire à la France. Ils dorment dans la rue, sous le métro, à Stalingrad. Donc il y a un problème d'accueil et c'est pas une question de diplôme ou pas. Et combien même des gens n'auraient pas des diplômes, du coup, eux tu les laisses crever quoi. C'est complètement con. C'est complètement con. C'est un système à points, comme au Canada, fondé sur des critères simples, une offre d'emploi, un logement, parler français, connaître nos valeurs et les respecter. Voilà, merci pour le chiffre, merci Exi Metapaz. Qu'on remette un petit peu ce que ça veut dire tous ces discours anti-immigration. Qu'on veut dire ce que ça signifie concrètement. Que de choisir mieux son immigration. Ne pas laisser la porte grande ouverte. Ça signifie qu'en 10 ans, il y a eu 30 000 morts noyés dans la Méditerranée. 30 000 morts. 30 000 morts. Et ça, c'est juste les morts dans la Méditerranée. Hein. Des parcours absolument horribles, des vies brisées. Il y en a bien plus que 30 000. Hein. Bien plus. C'est pour ça, il faut toujours se rappeler de ça quand ça parle des sujets de l'immigration. Faut pas voir ça comme une variable d'ajustement pour une politique d'un pays. C'est une question de principe, en fait. T'as des grands principes humains, même pas humanistes, t'as des grands principes humains. Et ça passe par ne pas appréhender l'immigration comme une variable d'ajustement d'un pays donné. C'est pas ça l'immigration. L'immigration, elle existe, elle a toujours existé, elle existera toujours. L'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de migrations diverses et variées. Donc à partir de là, t'as 2 solutions. Politique d'accueil, politique de mort, quoi. Politique de cassez-vous et crevez. C'est tout. C'est comme, tu peux pas appréhender le sujet des migrations autrement que comme ça. Sans ça, c'est que vraiment, il te manque des valeurs humaines absolument élémentaires, quoi. Voilà. Ne pas laisser mourir les autres. Genre, c'est simple. Bah, ça tombe pas sous le sens, hein, pourtant, quand on parle de politique. Mais les frontières, ce n'est pas seulement l'immigration. Les frontières, c'est notre indépendance énergétique. C'est notre souveraineté industrielle. Non, des frontières, c'est des frontières. Non, c'est pas. Non. Et là, t'inventes là. Là, il est en train d'inventer. Il est en full impro. Les frontières, ce ne sont pas seulement les frontières. C'est aussi notre souveraineté numérique. Les frontières, c'est aussi notre politique économique au service des entreprises. Les frontières, c'est aussi notre compétitivité. Bah non, les frontières, c'est les frontières, quoi. Qu'est-ce qu'il raconte ? Souveraineté agricole, notre innovation. Les frontières, c'est notre capacité à réaffirmer notre puissance militaire. Pourquoi ? Nos frontières, c'est notre capacité à réaffirmer notre puissance militaire. Ah, c'est si jamais il faut directement envoyer l'armée pour aller tuer des migrants, c'est ça qu'il veut dire ? Je comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas où il veut en venir avec ça. Dans un monde où la guerre est revenue, où les empires avancent, où les cyberattaques se multiplient, nous devons continuer à augmenter les moyens de notre défense et surtout, la préparer aux guerres de demain. Comment il est passé de l'immigration à il faut préparer la guerre de demain en renforçant le militaire en France ? C'est quoi le rapport ? Le rapport, c'est qu'il a dit les frontières, c'est aussi ça. Non, déjà, non. Je me suis perdu dans mon argumentaire. J'arrive même pas à commenter ce qu'il vient de dire. Classique, ils essayent de faire du Mélenchon en campagne présidentielle, mais ils sont nuls à chier. Je suis pas sûr qu'il essaye de faire du Mélenchon, là. En tout cas, je suis sûr qu'il est nul à chier. Ça, c'est clair et net. J'ai été Premier ministre et donc responsable de la défense nationale. Je sais les enjeux devant nous. Et dans ce monde brutal, nous allons porter la voix de la France, porter la voix de la démocratie, de la liberté, sans naïveté. La puissance ne respecte que la puissance, alors nous serons puissants. Nous allons nous renforcer, nous préparer. Nous allons continuer sans relâche à soutenir l'Ukraine. Bon, je voulais dire ça avant, parce que moi je suis pas contre soutenir l'Ukraine, hein, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais le discours, dans le ton, dans les éléments de langage utilisés, dans le cadrage, c'est un discours qui est extrêmement dangereux. C'est en mode, il faut, face aux puissances impérialistes féroces, il faut que ça soit nous les plus puissants. Bah, ça mène à la Première Guerre mondiale, ça en fait, littéralement. Ça mène à la Première Guerre mondiale. Ça mène à s'entretuer. Entre travailleurs, les pieds dans la boue. On croit mourir pour notre pays, on meurt pour les industriels. C'est qui déjà qui a dit ça ? Mendes France, là, je sais plus. C'est vraiment un discours de je vous prépare à la guerre mondiale. Hein. Littéralement. Hein. Il le dit pas à demi-mot, quoi. C'est vraiment, il y va franco. Anatole France, pardon, j'ai tout bipine. Anatole France. Nous allons continuer sans relâche, parce que si l'Ukraine tombe, Poutine ne s'arrêtera pas là. Il s'en prendra à la Pologne, il s'en prendra aux pays baltes, et donc, il s'en prendra à nous. Moi, je trouve que certains discours pacifistes, parfois,
font un peu fi des réalités. Mais en tout cas, j'aime pas du tout ce discours de Gabriel Attal, parce qu'il y a tout un spectre entre eux, être dans une espèce de forme de pacifisme un peu déconnecté, et être dans ça, quoi. Là, c'est vraiment en mode genre, on va directement faire la guerre à Poutine, investir dans l'armement et dans le militaire pour aller faire la guerre. Là, c'est littéralement un discours va-t-en-guerre, un discours belliciste assumé, quoi. Assumé, hein. Voilà. Et le fameux Poutine qui attaque la France. Non, mais alors après que Poutine... Moi, je sais pas, hein, Poutine, je lui fais pas très confiance. Hein. Est-ce qu'effectivement, il va pas attaquer d'autres pays à part l'Ukraine? Moi, je fais pas partie de ces gens qui disent mais non, ils en font des tonnes avec Poutine. De manière générale, je trouve pas qu'on en fasse des tonnes avec Poutine. Par contre, si le but c'est d'avoir ce genre de discours militariste, belliciste et va-t-en-guerre, lui, il en fait trop avec Poutine. Lui, il en fait trop pour le coup. Mais je sais pas où est justement le bon entre-deux, la bonne nuance là-dessus. Bon, en tout cas, il y a une chose que je suis sûr, c'est qu'elle est pas là. Après, t'es en mode genre, mais non, c'est bon, pas besoin de soutenir l'Ukraine, tout ça, c'est des guerres impérialistes. Je suis pas sur cette position-là que je trouve facile, un peu nulle, quoi, et un peu idéaliste. Mais je suis certainement pas sur cette position-là pour autant. Voilà, clairement pas. Voilà. Il y a eu une attaque au drone sur des civils en Roumanie, là. Ouais, voilà, il y a des trucs quand même que bon. Hein... Poutine a dit qu'il allait le faire à partir de là. Bon, c'est assez clair. Ouais, non, mais moi, j'ai loin de moi l'envie de minimiser le danger que peut représenter Poutine, mais loin de moi l'envie d'appuyer, de se servir de ça pour appuyer des discours va-t-en-guerre et guerriers comme ça, quoi. Dans tous les cas, ce n'est pas la voie à suivre. Ça, c'est sûr et certain. Ne soyons pas naïfs par rapport à Poutine, ni par rapport à Xi Jinping. Non, moi je suis naïf. Pour le coup, je suis pas naïf par rapport à Poutine. J'ai envie d'être un peu naïf par rapport à Xi. Voilà. Mais ça, c'est mon petit biais pro-PCC, quoi. Voilà. Et je bosse avec l'humain. Hein. Je bosse avec l'humain, figurez-vous. L'UMA, à Skip, il paraît qu'ils auraient enfin, des critiques, des gens critiques de l'UMA estiment qu'ils ont un biais pro-PCC. Pro-Chine. C'est ce que j'ai entendu dire. Hein. En vrai, j'en sais rien. Mais du coup, voilà. Bon, je bosse avec l'UMA, quoi. Les défis des frontières, je suis cohérent. Nous ne les relèverons pas seuls. Nos frontières sont aussi européennes. Et c'est avec l'Europe, avec l'Union, que nous les relèverons. C'est en prenant le chemin de l'Europe, alors qu'encore trop de candidats, trop de partis politiques vous proposent un projet qui est en réalité un projet de sortie méthodique de l'Union européenne. Nous continuons à croire... Qui fait ça? Que le destin de la France, il est européen, même si l'Europe n'est pas parfaite, même s'il y a des choses à changer. Non, mais attends, mais l'Europe est pas... Quand il dit ça, c'est plus ou moins sa famille politique qui est à la tête de l'Europe, de l'Union européenne depuis des années et des années, quoi. Ursula von der Leyen, elle est un peu macrono-compatible plus quand même, quoi. Donc quand il dit ça en mode l'Europe n'est pas parfaite, bah oui, mais ce serait comme dire Macron il n'était pas parfait. Macron, l'Europe c'est toi, Gabriel Attal, c'est toi qui représente ça. Donc arrête de t'auto-critiquer, quoi. Oh là là, et personne veut sortir de l'Europe comme ça, quoi. Après rentrer dans un rapport de force avec l'Union européenne pour tenter de la faire changer de l'intérieur en se servant du poids qu'a la France au sein de l'Union européenne, bah moi je suis pour ça. Moi je suis pas pour sortir de l'Union européenne du tout. Ce genre de replis nationaux, je m'en méfie vraiment très très fort. Mais l'Union européenne telle qu'elle existe actuellement, c'est avant tout un ensemble de règles visant à établir un marché commun autour de règles communes néolibérales et austéritaires. Voilà comment je qualifierais avant tout l'Europe. C'est surtout ça en fait l'Europe. C'est un cadre économique qui me déplaît énormément. Est-ce que ça veut dire que je suis frexitor pour autant? Non. Mais je suis pour que l'Europe change. Et l'Europe, elle changera peut-être en rentrant dans un rapport de force un minimum. Parce que c'est comme ça que marche la politique, quoi. Pour changer nos règles, pour que sur chaque sujet, des pays volontaires puissent s'engager davantage. L'UE, c'est un truc de raciste. Oh, tout est raciste avec toi, Onibaku, quoi. Tout est raciste avec toi. Tu fais penser à un certain Tweetos, dont je tairai le nom. Ouh, shots fired, non? Ouais, son programme, du coup, c'est quoi sur l'Europe? Ah non, c'était frontières aux sécurités. Contrôle renforcé des frontières. Préférence travail pour l'immigration. Renforcement de l'autorité de l'État. Politique sécuritaire plus ferme. Police, justice et peine. Bon, random mec de droite. Hein. Mais là, franchement, tu prends son programme, c'est du droite slope. Voilà. T'arrives, tu lui dis, ok, ChatGPT, fais-moi un programme de droite, il te sort ça tel quel. Littéralement. Hein. Je dis ça, c'est un peu pour la blague, mais c'est vraiment pas une blague. Hein. Vraiment, tu demandes à ChatGPT écris-moi un programme de droite pour la France. Et après, tu précises un peu, tu dis fais-moi un truc d'aide publique, il te sort ça tel quel. L'objectif, d'être en dessous de 3% du PIB en déficit annuel. Oh, c'est original, ça. C'est littéralement un critère, un pseudo-critère qu'impose l'Union européenne. Oh bah tiens, c'est déjà votre objectif depuis 10 putains d'années et vous l'avez fait qu'une seule fois, sous Bruno Le Maire. Et après, vous y arriviez plus.
maîtriser les dépenses publiques, réduire le déficit. Ah, mais genre vraiment, quand t'es président sortant, c'est pas un président sortant, mais quand t'es l'héritier du président sortant et que c'est ça ton programme, je comprends pas. Parce qu'il n'y a pas de prise de distance par rapport à ce qu'a fait Macron pendant 10 ans. Parce que ça pourrait être un peu l'héritier de Macron, mais il part dans une direction un peu différente, quoi. Même pas. Même pas. C'est du rien, quoi. C'est du vide. La campagne commence. Et nous la mènerons les bras ouverts. La campagne commence et nous la mènerons les bras ouverts. Ah, je commence à avoir un bon Attal, en vrai, je suis content. Je commence à avoir un bon Attal. Vous savez quoi J'espère que ça sera Attal, le candidat du bloc central, et pas Édouard Philippe. Parce qu'Édouard Philippe, il est dur à imiter. J'ai pas d'imitation d'Édouard Philippe. Attal, là, c'est bon, je l'ai maintenant. Si c'est lui le candidat, on va se régaler la saison prochaine. Donc, moi, maintenant, je suis comme ça. Pour qui j'ai envie de voir candidat ou pas, maintenant, ma technique personnelle, c'est de me dire qui j'imite le mieux. Voilà. Donc, Bardella, ça me fait chier. J'aurais préféré Marine Le Pen, parce que j'ai une Marine Le Pen. Édouard Philippe, au final, ça me fait un peu chier. Parce que j'ai un Attal, vous voyez, donc je préférais que ça soit Attal. Hollande ou Glucksmann? Alors en vérité, pour des raisons stratégiques, je préférais que ça soit Hollande. Mais j'ai un Glucksmann, donc j'aimerais que ça soit Glucksmann. Oui. Fais-nous un zizou pour voir. Salut Kameto. Je voulais te dire bravo pour les pixels. C'est super ce que tu fais, c'est bien. Non, j'ai pas de zizou, Toujours, nous serons prêts à accueillir celles et... À quand le stand-up? Bah, moi, l'humour politique, j'aime bien. Et il y a un truc où la scène m'attire un petit peu. Vous voyez, il y a un truc un peu de cet ordre-là. Mais le truc, c'est que mon bras droit, Onibaku, trouve que l'humour politique et le stand-up politique de gauche, c'est cringe. Et du coup, il fait la pression pour que je ne fasse jamais ça de ma vie. De la même manière qu'il fait la pression pour tout un tas de trucs. Donc, je sais pas. Voyez ça avec Onibaku. Voyez ça avec mon assistant. Gros, je vais pas te manquer si tu fais du stand-up. Non, mais si c'est du stand-up qui est pas directement politique. C'est pas du stand-up de gauche, mais juste du stand-up avec des éléments de gauche dedans. Je sais pas, hein. Ceux qui veulent nous rejoindre, s'engager pour le pays. Jamais nous ne jouerons au jeu des petites phrases, des attaques basses, des piques puériles. Le rassemblement commence et il se fera derrière nous. Alors nous serons à la hauteur. J'ai pas suivi, il a dit quoi? Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer ici? Je ne me trompe pas d'ennemi. Je ne me tromperai jamais d'ennemi. Mon ennemi, il n'a pas de visage. Mon ennemi, c'est la finance. Ah non, je confonds. Je confonds avec un autre centriste. Je confonds avec un autre macroniste historique qui s'appelle François Hollande. Mes adversaires, ce ne sont pas ceux avec qui nous avons gouverné jusqu'en 2024. Ah bon? Ah bon? Mes adversaires ne sont pas ici présents à mon meeting de lancement. Ah bon? Bah heureusement que tu le précises. Heureusement que tu le précises. Les macronistes ne sont pas mes adversaires, dit le président du parti macroniste. Non mais wesh, il est complètement con. En vrai, je pense que quand il dit ça, il parle de LR plutôt. Horizon. Parce que quand il dit ceux qui ont été avec qui on a gouverné dernièrement, c'était la coalition des macronistes et LR. Là, il est au nom de Renaissance, pas de tous les macronistes. Donc là, il dit, mes adversaires, ce ne sont pas le MoDem. Ce n'est pas Horizon. Ce n'est pas l'UDI. Ce n'est pas les Républicains de Bruno Retailleau. Mon adversaire, c'est la gauche et le RN, LFI et le Rassemblement National, les populistes des deux rives. Les adversaires, ce sont les marchands de haine, Marchands les de apôtres haine. du déclin, Apôtres du les déclin. artisans de la nostalgie. Artisans de la nostalgie. Ah, il parle de l'extrême droite. Ah ok, il a dit mon ennemi, c'est l'extrême droite. C'est l'extrême droite qui vient de décrire. Marchand de haine, de déclin et de nostalgie, machin. Ah, il parle du RN, on est d'accord. Mes adversaires, c'est la France insoumise et le Rassemblement national qui veulent briser le pays, opposer les Français. Ah ça fait de la standing ovation. Hein. Là, tout le monde applaudissait bêtement parce qu'ils sont au meeting. Là, ça se lève. Là, ça applaudit. Là, ça hurle. Là, premier degré, ils sont heureux, tout ce tas de merdier là. Là, ils sont vraiment genre ouais, à pas les extrêmes. Qui a dissous l'Assemblée nationale pour mettre la gauche KO et tenter de se positionner comme le seul rempart face à l'extrême droite? Qui a fait rentrer 180 députés d'extrême droite à l'Assemblée nationale alors qu'on lui avait rien demandé par pure stratégie politicienne ratée et foireuse? Qui a fait ça? Emmanuel Macron, le président et maître à penser de Gabriel Attal. Et là, ils sont en mode genre oui, non à l'extrême droite. Il a déroulé le tapis rouge pour l'extrême droite, Macron. Il a fait que ça. Il a triplé leur nombre de députés à l'Assemblée. Et ça, c'est juste en termes de députés à l'Assemblée. Il n'a fait que chasser sur leur terre, que normaliser l'extrême droite. On doit refaire toute la liste.
Darmanin, ministre historique de Macron, qui a quand même dit, il y a quelques années, on s'en souvient, Madame Le Pen, sur le sujet de l'istab, je vous trouve un peu bol. Bruno Le Maire, qui a normalisé l'extrême droite d'une certaine manière en disant le problème du Rassemblement national, c'est qu'ils sont socialistes économiquement. Nique ta mère, déjà, premièrement. Deuxièmement, ça va 5 minutes. La décivilisation. Quel président de la République, minute 1, au début de son premier mandat, a été donné une interview à Valeurs Actuelles alors qu'on lui avait rien demandé, qu'il n'était pas obligé de le faire? Ça va? Et là, ils sont en mode genre, ah bah les extrêmes, ah bah les extrêmes. Ah bah LFI, vous avez le droit de le dire parce que vous faites tout pour vous battre contre LFI depuis 10 ans. Mais ah bah le RN, vous avez pas le droit de dire ça, bande de connards. C'est de votre faute. En grande partie, si le RN est aussi haut en France aujourd'hui, ils se sont fait quand même élire avec les voix de LFI. Là, il est là en mode, mes ennemis, ce sont LFI et le RN. Attal, il disait pas ça, hein. Quand il appelait à voter LFI pour tenter de se maintenir un petit peu en place au moment des législatives. Parce qu'il se disait, bon, si on fait le désistement républicain, etc., et qu'on se met tous contre le RN, NFP et macronistes contre le RN, bah on sauvera un maximum de sièges. Ça le dérangeait pas d'appeler à voter LFI à ce moment-là. Quand Macron, pendant l'entre-deux tours contre Marine Le Pen, il a fait que draguer la gauche en disant votez pour moi, votre vote m'oblige, votre vote ne sera pas un blanc-seing, la gauche. Et là derrière, sorti de 5 ans de mandat, Macron, pas Macron, mais Gabriel Attal, l'héritier de Macron, est là en mode genre mes ennemis c'est LFI et le RN. Bah va te faire enculer, voilà, je te le dis, va te faire foutre. Mes adversaires, ce sont ceux qui attisent les haines dans notre pays. Ah ouais, comme lui là, moi je trouve qu'il attise un peu les haines. Hein. Qui s'en prennent. Moi, en tout cas, il a attisé ma haine. Hein. Il a attisé ma haine envers le bloc central, ça c'est clair et net. Hein. Compatriotes juifs, à nos compatriotes musulmans. Voilà, et là c'est vraiment ça, c'est en mode. Il y a 2 types de racistes en France, il y a la gauche antisémite et la droite islamophobe. C'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce discours est ultra dangereux, quoi. C'est vraiment ça, c'est en mode. La droite et les juifs contre la gauche et les musulmans. T'as pas l'impression de foutre la merde et d'instrumentaliser absolument tout ce qui existe sur Terre quand tu fais ça, espèce de petit irresponsable, minable et médiocre. Heureusement qu'il va se foirer comme une immense merde, hein, parce que. Il est insupportable. Hein. Ah, c'est bon, j'étais en mode rigolard et là ça y est, là ça commence à m'énerver. Mes adversaires. Ouais, qui a interdit la baya et le camis dans un grand moment raciste? Qui a voté des lois avec le RN de ce genre-là aussi, quoi? Ça va? Ce sont ceux qui renvoient les Français à ce qu'ils sont et non pas à ce qu'ils font. Mes adversaires. Donc, comme les flics, par exemple, qui essentialisent les Noirs et les Arabes dans les quartiers pour aller leur casser la gueule. Ce sont ceux qui veulent assigner les Français à résidence, les mettre dans des cases. Ok, donc ça c'est LFI. LFI considère qu'on est arabe avant d'être français, alors qu'en fait il faut être colorblind et voir tous les citoyens comme des citoyens. Oui, ok, allez. Et c'est fou parce que le moment où il fait le truc de les extrêmes se rejoignent, c'est le seul moment où il se passe quelque chose dans son meeting. C'est le seul moment où il y a une énergie. C'est le seul moment où les gens ils sont en mode ah oui, ah bah les extrêmes, je veux que ça soit des connards de bourgeois libéraux qui me gouvernent pour toute ma vie car je suis moi-même un connard de bourgeois libéral. C'est le seul moment où il y a une énergie dans la salle. Alors là, quand c'est pour faire un trait d'union entre la gauche et l'extrême droite, au mépris de ce qu'a été la 5ème République historiquement depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale d'ailleurs, messieurs les grands républicains, alors là, c'est le seul moment où il y a de l'énergie. Hein. Putain, c'est à vomir. Vraiment, c'est à vomir, ça me dégoûte. Ça me dégoûte premier degré. Quand tu vois ce que c'est les 10 ans de Macron. Relire Chapoutot, quoi. Chapoutot, il voit ça, il pète un câble. Hein. Il est comme moi, là. Vous voyez? Voilà. Waouh. C'est pour ça que je les combats. De toutes mes forces. Tu combats rien pas du par tout. principe. Tu combats rien du tout. T'es un opportuniste, minable et sans idée, sans colonne vertébrale. Tu combats rien, ta gueule. Pas par dogmatisme. Non, t'as pas, même pas de dogmatisme, t'as pas d'idéologie derrière toi, t'as rien. Mais parce que leur projet, c'est un péril pour la France. Ils laisseraient une France fissurée, brisée, laminée. Nous ne les laisserons pas faire. Parce que nous sommes nombreux. Parce que nous sommes unis. Parce que nous sommes déterminés. Ah oui, nous sommes nombreux. Attendez, on va voir combien ils sont nombreux. Alors, faut se méfier des sondages, mais juste pour voir. Attendez, une petite seconde. Gabriel Attal progresse quand même, là, je vois. Mais mettez des images de sondages. Ils mettent pas l'image du sondage. Ils sont complètement cons ou quoi, les sites, là? Oui, c'est CNews, ils sont complètement cons, effectivement. Wesh. Le Huffington Post, pitié? Mettez des... Ah, merci. Heureusement qu'il y a RTL. Hein. Attends, il est où les... Car nous sommes nombreux. À peu près 9% de la France. Quasiment 2 fois moins que Jean-Luc Mélenchon. Nous sommes très nombreux. Vas-y, fais juste le total. Même si je veux être de mauvaise foi, fais le total extrême droite et gauche. Parce que lui, il est en mode la gauche et l'extrême droite, tout ça, c'est la même chose.
Nous sommes nombreux à ne pas faire partie des deux extrêmes. Selon ce sondage-là, vous êtes vraiment vous êtes le groupe le moins représentatif des Français, le centre. Hein. Voilà. 9 et 13, ça fait 22. Hein. Ah non, il y a Glucksmann avec. Bon. Pas si nombreux que ça, finalement. Hein. Pas si nombreux que ça. Bon, de toute façon, les sondages, c'est de la merde. On va voir si à l'arrivée, vous êtes nombreux. Hein. On va voir si à l'arrivée, vous êtes nombreux, Gabriel Attal. Vous êtes que dalle. Mais je vais vous dire une conviction. À force de penser au barrage Lui, il va être que dalle, en tout cas. ces dernières années, au barrage aux extrêmes, je crois qu'on en a perdu de vue l'essentiel. Ah, Ce qu'il faut, plutôt qu'un barrage, c'est un projet. Parce que c'est notre projet. c'est submerger la France insoumise et le Rassemblement national. Les submerger sous les voix de Français qui se seront mis à espérer pour leur pays. Vas-y, bonne chance, hein. Bonne chance, hein. Inch'Allah. Vas-y, submerge. On t'attend, on va devoir submerger un peu. À croire en eux, les submerger sous l'espoir d'un pays qui regarde l'avenir, qui veut écrire l'avenir. Les submerger sous l'énergie d'une jeunesse qui prend son destin en main. Parce que Une jeunesse. S'il y a une certitude sur la jeunesse, c'est que la jeunesse n'est pas représentée dans ce bloc-là, dans le bloc de Gabriel Attal. La jeunesse, soit elle est plutôt à gauche LFI, soit elle est plutôt à droite RN. Ils sont un peu en mode c'est bon, le centre, j'en ai rien à foutre, je suis jeune, ils veulent un projet politique, quoi. faire la politique, ce n'est pas abdiquer, c'est se battre. Se battre. Faire la politique, c'est rendre possible ce qui est nécessaire. C'est s'engager pour des vies meilleures et pour un nouvel espoir. Ah oui, pitié, tais-toi. Ah, c'est pas fini encore, mais c'est pénible, hein. C'est là que je me rends compte, je réacte assez rarement à des meetings. Moi, j'aime vraiment bien le format d'interview politique à React. Je trouve ça moins énervant, justement. Mais là, c'est dur à regarder, quoi. Parce que c'est 50% d'éléments de langage creux et insupportables. Et l'autre, c'est vraiment, il fait sa propagande minable, quoi. Et sans aucune forme de contradiction. Alors bon, on nique les journalistes de plateau télé, évidemment. Mais voilà, Benjamin Duhamel l'aurait mis en difficulté, je suis désolé. Camarade Benji Le Rouge sur France Inter, il aurait dit mais monsieur Attal, vous dites ça, mais je vais vous mettre vos nez dans votre caca. Un minimum, ça nous aurait permis un peu de respirer. Un petit peu. Je suis désolé, je me bave dessus, parce que je parle la bouche pleine. Je suis navré. Envoyez-moi Benjamin Duhamel, là, j'en peux plus, pitié. Apportez la contradiction, quoi. La deuxième dette, Allez. c'est On va parler un peu d'écologie, hein, vraiment. Hein. La grande priorité de Macron, hein, l'écologie. Rappelez-vous, Macron, il arrive au pouvoir, il a dit on va avoir des gens issus de la société civile, un parterre d'experts, à même de diriger la nation vers un avenir radieux. I want France to be. Il avait dit quoi là? Il y avait eu un sommet, la COP, je sais plus combien. Il avait dit make the planet great again. I want France to be at the outpost for the ecological transition. Make the country great again. We're gonna make the planet great again. Voilà, il était comme ça au début de son mandat. Il était aussi en mode on a tout un tas de personnes issues de la société civile. Ils sont exceptionnels. On a mis Nicolas Hulot au ministre de l'écologie. C'est un vrai écolo, lui. Avec ça, on va redresser la France écologiquement. Il s'est rien passé du tout. Les accords de Paris, machin, tout ça, c'est pas respecté. Plus personne parle d'écologie. Il y a eu quoi comme mesure écologie sur le deuxième mandat de Macron? Ils ont autorisé le glyphosate, il y a eu la loi du plomb, ouais. C'est pas très écolo, ouais. Dès qu'il y a des 3-4 agriculteurs racelards de la coordination rurale, je parle de la coordination rurale, tous les agriculteurs ne sont pas des racistes, évidemment, mais dès qu'il y a 3 connards racistes de la coordination rurale et 2-3 grands exploitants agricoles de la FNSEA qui se sont dit « Oh, on n'est pas content », ils ont supprimé 17 normes écologiques pour leur sucer la bite. Voilà le bilan écologique de Macron, deuxième mandat. Hein. Nous avons aussi une dette écologique. Je refuse que nos enfants payent cette dette. C'est pourquoi nous allons investir. On va. Je sais, premier degré, pas ce qu'il va proposer. Hein. la dette climatique. La dette Cher climatique. Elle est le défi. Il va dire il a le défi. Et c'est grâce à l'innovation française que nous parviendrons à soulever ce défi. Il va dire souverainisme énergétique, innovation. Il va dire souverainisme et innovation dedans. Je pense que c'est ces deux axes pour comment avoir une politique écologique. En retrouvant notre souveraineté et en faisant de l'innovation. Voilà, je suis sûr qu'il va, extrait de 2 minutes, je pense que ces deux mots-là seront prononcés, quoi. Oui, lui, au moins, il donnait l'illusion d'un espoir en 2017, Macron. Macron, il a été habile, hein, il s'est pas fait élire président pour rien. Il a su profiter d'une situation où il y avait. Où le PS et LR commençaient à vraiment fonctionner de la même manière sur base de consensus néolibéral. Hollande se pétait la gueule, il a réussi à regrouper cet espace politique, à agréger cet espace politique en un seul espace. Et il a réussi à incarner avec une certaine habilité oratoire et en réussissant à
En mentant très très bien finalement, quoi, Macron. Il était talentueux pour ça, hein. Personne ne pourra jamais dire le contraire. En 2017, il a été fort, Macron. Il a été fort, avec un discours qu'il a absolument pas respecté. Mais il y a des gens qui, premier degré, se sont dit ok, le gars est moderne, il a l'air d'être chaud, let's go, on y va. Vraiment, premier degré, il y a plein de gens qui étaient convaincus par Macron à la base, hein. Alors, pas des gros gauchistes comme vous et moi, mais vous avez compris ce que je voulais dire, quoi. Bref, allez. Innovation et souveraineté. Je pense qu'il va dire ça. De notre génération. C'est tout notre modèle économique qu'elle remet en question. C'est toute notre capacité à vivre, à respirer, à boire, à manger. Attends. Il est en mode notre modèle économique qui est remis en question. Il parle d'écologie, hein. Il propose quoi pour s'éloigner du modèle économique? Baisser les charges des entreprises? Rapprocher le brut du net? Fliquer les chômeurs? La crise écologique doit nous faire repenser tout notre modèle économique. Bah vas-y, commence à repenser le modèle économique au lieu de faire exactement la même chose qu'on fait depuis 40 ans. Immense bouffon. Non mais vraiment, c'est complètement con, hein. Complètement con. Oui, parce qu'il a crevé l'écran, Macron, en 2017. Les médias lui ont tellement léché le cul pendant la campagne. Ouais, mais s'il avait été nul à chier, ça aurait pas pris, tu vois. En vrai. Je dis pas ça pour dire, ouais, Macron basé, hein. Voilà. Il y a plein de rebeux qui ont voté Macron en mode, il veut faire comme les pays anglo-saxons et nous laisser vivre notre religion tant qu'on taffe. Oui. Mais en plus, vraiment, t'écoutes. Fin 2016, début 2017 et même en campagne, Macron qui parle d'islam, de laïcité et tout, le discours selon les standards actuels, par rapport à ce que est devenu Macron, honnêtement, le discours était assez impeccable en vérité, hein. Assez impeccable. On était en mode genre, ok, c'est un gros capitalisme, au moins il sera pas raciste. Voilà, il avait un côté Trudeau, un côté de droite libérale, mais progressiste, et il va pas aller jouer à ce jeu du racisme et de la stigmatisation. Ça a marché de fou à l'époque, et parce que le discours était quand même, par rapport à maintenant, c'est le jour et la nuit. C'est hyper impressionnant de voir le changement. Ouais, il a enfumé énormément de gens, ce Macron, exactement. Bah, moi, je sais que c'est mon pote de lutte ouvrière qui disait ça. Il était en mode, mais Macron, c'est le meilleur politicien. Il dit tout et son contraire, il arrive à mystifier tout le monde en mentant. C'est le meilleur des politiciens. Genre. Pour lui, tous les politiciens sont comme ça, et lui, c'est vraiment le meilleur des politiciens en mode, il arrive à embobiner tout le monde en disant tout et son contraire, et voilà, avec ses paroles sucrées comme ça, quoi. Mais ça ne prend plus. Et au final, c'est un nazi, tout à fait. Bon, bah. À manger. Depuis bien longtemps déjà, les dérèglements climatiques ne sont plus une hypothèse lointaine, une angoisse abstraite réservée aux générations futures. Ils sont là, dans nos sécheresses plus longues, dans nos forêts qui brûlent, dans notre biodiversité qui s'effondre, dans nos agriculteurs qui voient changer sous leurs yeux les conditions mêmes de leur métier, dans ce mois de mai où il fait jusqu'à 38 degrés. La transition écologique, la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, la protection de notre biodiversité, ce ne sont plus des options. C'est un défi qu'on doit relever, qu'on peut relever. Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer Pour ici? cela, Enfin, entendre la voix de Gabriel Attal parler de trucs d'écologie comme ça, j'ai décroché automatiquement. Je ne peux pas le prendre au sérieux en fait. Il a enchaîné les buzzwords, je suis en quoi? Il a dit quoi? C'est rentré dans une oreille, sorti par l'autre, vraiment, hein. il va falloir sortir des oppositions stériles qui paralysent tous les débats. De quoi il parle? À droite, on propose de sacrifier l'écologie pour l'économie. À gauche, On propose de sacrifier l'économie. Non, je fais une imitation de Macron là. Pour l'écologie, il va dire le contraire. de sacrifier l'économie pour l'écologie. Moi, je réponds qu'il n'y aura pas d'économie sur une planète morte et qu'il n'y aura pas d'écologie acceptée dans un pays appauvri et que donc l'écologie et l'économie doivent aller ensemble. C'est vraiment, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Enfin, LFI, ils ont un programme économique qui se donne les moyens de la bifurcation écologique, au moins un petit peu. C'est probablement pas suffisant à l'échelle de vraiment ce qu'on devrait faire à l'échelle de la planète. Mais après, voilà, on fait ce qu'on peut, entre guillemets, quoi. Mais il y avait un programme économique en 2022, au contraire, qui était très très bien ficelé, de relance keynésienne par l'investissement dans la bifurcation écologique, quoi. Et d'ailleurs, des trucs qui sont vraiment pas des gauchistes, qui sont apolitiques pour ce que ça veut dire. Je pense notamment au Shift Project, là, le truc de Jean Covici. C'est pas un gauchiste, Jean Covici. C'est un mec, voilà, question énergétique, énergie-climat, machin bidule, etc. etc. Bah, dans le classement du Shift Project de Jean Covici, ils avaient fait le classement de qui a le meilleur programme pour la planète, et qui était en haut du classement, LFI. Alors même qu'LFI est anti-nucléaire, et que les Shifters, là, le Shift Project de Jean Covici, ils sont plutôt pro-nucléaire, quoi. Et même malgré ce désaccord sur la question du nucléaire, LFI était quand même en haut de la liste du Shift Project, parce que leur programme économique et écologique, les deux ensemble, faisait que c'est celui qui allait le plus dans la bonne direction. Donc il y a un programme. Sacrifier l'économie pour l'écologie, personne ne veut faire ça. Si, il y a des connards là. Si Léo Commune sur Instagram, il veut faire ça. Il veut que tout le monde aille vivre sans électricité dans la forêt. Mais genre, il n'y a aucun parti politique en France là, actuellement qui veut faire ça, quoi. Les écolos, en fait, ils ont même pas de programme, on s'en bat les couilles. Donc on parle de quoi? Ils parlent de LFI. LFI veut sacrifier l'économie. N'en déplaise. C'est faux, il était revenu là-dessus. De quoi? Sur le nucléaire? Sur le truc du Shift Project? Eh ben, moi, mon daron,
Mon daron a voté Jean-Luc Mélenchon alors qu'à la base il voulait pas parce qu'il était dans sa phase full jankoviciste en 2022 et le truc du classement du Chiffre Project ça l'a convaincu de voter LFI. Donc non, si, il y a vraiment un truc comme ça. Il y a vraiment un truc comme ça. C'est un peu de la merde The Shift Project aussi. Non mais là n'est pas la question, mais ce que je veux dire, mais des gens qui sont pas des gauchistes ont quand même en 2022 fait un classement en disant le meilleur programme écologique. De fait, c'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça, allez sur Reddit voir des ingénieurs matrixés par l'écologie, ils sont tous pour la planification économique maintenant. Genre les lignes bougent, les lignes sont vraiment en train de bouger, y compris sur la question écologique. C'est juste qu'on en parle de moins en moins parce qu'il y a l'extrême droite qui phagocyte tous les sujets en fait. Donc du coup on parle plus que c'est l'extrême droite qui avance son agenda, on ne fait que réagir à l'extrême droite et du coup on ne parle plus d'écologie en ce moment, c'est dramatique, c'est vraiment triste. Mais les gens qui sont vraiment à fond dans l'écologie, je veux dire, maintenant c'est mainstream quand on est écolo d'être pour la planification économique et ce genre de choses. Vraiment, hein. Ça j'en parlais avec, je me souviens plus de son nom, mais des gens qui traînent un peu sur Reddit dans ces milieux-là, où c'est des gens full écolo. Moi j'ai rencontré un polytechnicien bourgeois, hein, vraiment bourgeois, mais bourgeois au sens propre, c'est en mode polytechnicien avec ses potes de polytechnique, tatata. On a parlé un peu politique. Directement, il m'a dit, dans ma classe sociale, les gens de mon âge, etc., les gens qui se radicalisent un peu, qui se politisent et tout, c'est tous via l'écologie et ça nous amène à gauche, un minimum. Et lui, il était en mode, j'aime pas trop Mélenchon, mais c'est lui qui a le meilleur programme écolo, let's go, je vote Mélenchon, même si je l'aime pas trop. Le gars, c'est un polytechnicien bourgeois, hein. Mais il avait 30 ans, et il s'intéressait, premier degré, au sujet de l'écologie, quoi. Donc ce truc-là, donne raison à la gauche, donne raison à la planification économique, point à la ligne. L'écologie politique ne peut être que antilibérale à minima. Et c'est de plus en plus mainstream que de dire ça. Ces discours comme ça, c'est des discours de gens qui s'en battent les couilles de l'écologie, quoi. Bref, tout ça pour dire que son discours, c'est de la merde, quoi. Dire la gauche veut sacrifier l'économie pour l'écologie, ça n'a aucun sens de dire ça. Ça n'a aucun sens. À certains, je veux une écologie populaire, une écologie concrète, une écologie des solutions. Flemme de refaire tout le débat sur le nucléaire et LFI, mais moi je suis pas tout à fait sur la position de LFI sur le nucléaire. Je la trouve un peu surannée, voilà. Mais je suis pas non plus pour all-in sur le nucléaire comme veut le faire par exemple le RN. Le RN, c'est en mode, mais on s'en bat les couilles de l'écologie, on a le nucléaire. Oui, bah non, c'est pas comme ça que ça marche. À minima, il faut un mix énergétique, même si tu gardes du nucléaire dedans, faut mettre le paquet sur les énergies renouvelables. Mais pour moi, à moyen terme, je suis pas pour sortir du nucléaire à moyen terme. Dans le cadre français, on a déjà un gros parc nucléaire, quoi. Mais c'est pas une solution de long terme valable, y compris pour la France et encore moins pour la planète entière, parce que tu pourrais pas développer un parc nucléaire équivalent à celui de la France partout dans le monde, c'est pas possible, quoi. Donc dans tous les cas, faut investir massivement dans le renouvelable, déjà pour tout le volet énergétique, basta. Mais pour moi, je suis pas pour la sortie du nucléaire à moyen terme, quoi. Voilà. Une écologie avec les Français, jamais contre les Français. Une écologie qui améliore la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Il a dit jamais contre les Français. Il y a des trucs comme les zones à faible émission, des trucs comme ça. C'est coercitif sans donner les moyens aux Français de s'acheter un nouveau véhicule. Donc ça pénalise les Français, hein. De l'écologie qui pénalise les Français, les macronistes, ils en ont fait dans leur mandat, hein. Parce que c'est que de l'incitation. Donc ça peut être de l'incitation positive en mode on vous met une aide pour vous acheter un véhicule électrique, ou de l'incitation plus dans le négatif en disant vous avez plus le droit de rouler là, démerdez-vous. Plus la merde leur politique écologique, quoi. La santé, la vie quotidienne. Et le cœur de notre combat, ce sera de tenir cet engagement. Baisser de moins. Attends, Bompard en parle dans sa dernière interview du nucléaire, ils ont revu un peu leur position. Ah, mais ça m'étonne pas, ça. Ça m'étonne pas. Je trouve qu'ils ont une position qui était un peu à l'ancienne, quoi. Où l'écologie politique, justement, disait beaucoup il faut sortir du nucléaire. Ok, bon, on verra. De toute façon, là, les programmes sont en train d'être faits, etc. Bref. Le cœur de notre combat, ce sera de tenir cet engagement. Baisser de moitié dans les 10 ans à venir nos émissions de gaz à effet de serre. Tu fais ça comment ? En accélérant la transition écologique. Tu fais ça comment ? Et surtout en faisant le choix d'investir à la fois dans le nucléaire et dans les énergies renouvelables. Alors que tant de... Mais investir avec quel argent ? Juste avant, il était en mode genre, faut baisser les taxes et les cotisations pour augmenter les salaires des Français. Et là maintenant, il veut investir massivement. Quelle politique économique te permettrait d'investir massivement dans la transition écologique, monsieur Attal ? La politique que tu es en train de présenter depuis tout à l'heure, économiquement, est incompatible avec des investissements massifs dans la bifurcation écologique. Qu'est-ce que tu racontes ? Qui tu crois tromper comme ça ? Là, le public a le cerveau fondu, choisir l'un ou l'autre. Voilà le cap. Voilà le cap. Faut un cap clair. On va pas refaire le macronisme. Je suis pas en tête au centre, mais voilà mes propositions. Ah là 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 là. De quoi ? Est-ce que je peux plaider ta cause pour la chaîne de l'UMA sur Twitch ? Ils t'ont ban pour pas grand chose ? J'ai pas de retour de ma demande de déban. Oh. Je suis en mode, salut, vous pouvez débannir David Chase, C13 Agent 1 3 ? Mais pourquoi ? T'as dit quoi ?
Moi, je sais pas. Hein. Moi, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Je peux essayer, mais bon, je peux essayer. Je sais même pas ce que t'as dit, quoi. Donc bon. Allez, on finit sur une note de rien du tout. Nous allons gagner cette élection présidentielle. Inch'Allah. Oui, nous allons gagner. On a un an devant nous. Un an pour briser la tenaille des extrêmes. Un an pour faire gagner l'espoir. Un an de campagne auprès des Français. Un an à parler, à écouter, à convaincre, à rassembler. Un an à écumer les rues, à sonner à toutes les portes, à remplir toutes les boîtes aux lettres. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de l'audace. N'ayons pas peur de l'action. N'ayons pas peur de l'optimisme. N'ayons pas peur de l'audace. Ça veut dire quoi, n'ayons pas peur de l'audace? Il est pas audacieux, Gabriel Attal? N'ayons pas peur de l'espoir. N'ayons pas peur de l'avenir. Car l'avenir, c'est la France. L'avenir, c'est vous. L'avenir, c'est nous. Il est en chacun de nous. Alors ensemble, nous allons redorer la promesse française. Nous allons offrir une meilleure vie aux prochaines générations. Nous allons prouver que nous pouvons faire de la France la première puissance d'Europe. Le but, c'est d'être la première puissance d'Europe. Ça y est, maintenant, c'est la compétition au sein de l'Europe, quoi. Parce que normalement, il est censé être très européiste, Gabriel Attal. On doit faire des choses à l'échelle européenne. Mais le but, ça reste quand même, en dernière instance, d'être plus fort que les Allemands. Oh là là. C'est vraiment le délégué de première ES avec le plus de budget de l'histoire. Oui, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Parce que nous ne sommes pas n'importe quel pays. Parce que nous sommes la France et que rien ne résiste au peuple français. Vive la République et vive la France. Ouais, ça s'agirait déjà d'être plus fort que Édouard Philippe, ouais. Déjà, ça serait pas mal, hein, avant d'être première puissance européenne, quoi. Oh là 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 là. Oh là là, c'était énervant. Je pensais pas que ça allait être aussi énervant. Je pensais qu'on allait bien rigoler, mais je me suis vraiment énervé à un moment, quoi. Nous allons gagner cette... Stop, t'arrêtes maintenant. Tu arrêtes. Et bah, bon, on a quand même bien rigolé. En vrai, il était bien ce react. Moi, je trouve que le react était bien, en vrai. Je trouve que le react était bien. J'ai rematé des petits bouts de le début de mon react avec Luxman. Je sais pas si j'étais un peu bourré quand je l'ai regardé, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Je trouvais que c'était un peu fouillis par moment. Je m'étais posé un peu des moments aléatoires et tout. Là, je trouve qu'il était bien ce react. Je trouve qu'il était vraiment bien. Il était équilibré et cool. Équilibré et cool. Gabriel Attal. Voilà. Et si vous regardez là, la team YouTube, j'allais vous oublier. J'avais oublié de faire ma petite outro. Avis sur Gabriel Attal, vous pensez qu'il va être le prochain président de la République? Va-t-il réussir à coiffer au poteau Édouard Philippe? Moi, je pense que non. Hein. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à liker cette vidéo, partager, tout ça. Booster la team. Ouais, je vais réserver les appels au boost pour les vidéos qui marchent le mieux. Les vidéos d'interview politique que je poste le dimanche. J'ai une nouvelle stratégie YouTube, ça marche très très bien, vous allez voir. Voilà. En tout cas, à la prochaine, la team YouTube. Bisous.